Pour vous accueillir, et déjà je vous remercie, je suis Cécile Pelletier, je vais vous accompagner pour cette soirée de 2 heures toniques qu'on va passer ensemble sur la question des métiers de demain. En attendant de vous présenter un petit peu tout ce qui va se passer, je vais laisser nos hôtes vous accueillir. Donc j'appelle Stéphane Mériot, qui est président de la Fondation Université Bretagne Sud, qui doit être là, et Sébastien Le Gall, qui est le premier vice-président du CA de l'Université Bretagne Sud aussi, qui vont vous dire chacun un petit mot. C'est vous, je crois, qui commencez. Je commence ? Oui. Bon, bienvenue à l'Université de Bretagne Sud. C'est un plaisir, évidemment, de vous accueillir dans cette belle université, dans une aventure collective qui, effectivement, engage la Fondation depuis maintenant un certain nombre de mois. On est dans le cadre d'une soirée annuelle. Alors, une soirée annuelle qui est maintenant clairement dans l'agenda d'octobre. Il faut la mettre, et qui est évidemment le fruit d'un travail collaboratif. Donc, merci à Stéphane pour son action dynamique au sein de la Fondation. Merci au vice-président, David, au fond de la classe, derrière. Merci évidemment à la directrice Véronique. Merci à tous. Merci aux membres de la Fondation. Merci aux étudiants d'être là aussi. On a fait pas mal de conférences le soir où on avait moins d'étudiants. Donc c'est très plaisant de vous voir. C'est aussi plaisant de voir aussi des personnes qui, a priori, ne sont pas étudiantes, mais en tout cas intéressées par ce sujet. Un sujet important, la question des compétences et des métiers de demain, avec une thématique et une annonce, en tout cas, de conférence qui est l'ouvre-boîte. Alors, ça faisait sourire ma fille tout à l'heure, quand je parlais d'ouvre-boîte, en parlant aussi d'ouvre-université. Je lui ai dit que c'était important d'être là ce soir, parce qu'on va aussi ouvrir l'université. Parce que l'université est en définitive aussi mal connue, et c'est aussi une occasion de parler de l'Université de Bretagne Sud et de parler de ce qu'elle fait aussi avec le territoire, avec et pour le territoire. Et donc on a des étudiants qui sont là, mais on a des étudiants aussi qui sont à l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Et donc fondamentalement, cette question des compétences est au cœur de la réflexion qui est celle de l'université. Donc je salue aussi mes collègues de la gouvernance, vice-président des relations académiques, Catherine, Gilles également, vice-président formation, on va dire de manière générale, et qui réfléchissent aussi évidemment à ces questions clés qui sont celles évidemment des compétences et demain, métiers de demain. On y réfléchit également avec un sentiment qui est évidemment la solution va venir effectivement des rencontres, de la rencontre, de créer les conditions de l'échange pour pouvoir trouver effectivement des solutions à cette question éminemment complexe. Alors moi j'y vois différents éléments, à la fois ce décloisonnement. Nous sommes là, ici, véritablement pour décloisonner, pour considérer que, effectivement, ces savoirs, ces métiers, ces compétences passeront par des espaces, par des temps d'échange. Cette ouverture également, soyons tous curieux, curieux de notre environnement, parce que les solutions se situent généralement au-delà de notre cercle. Et puis aussi un dernier élément, alors, en tant qu'universitaire, soyons aussi soucieux de la connaissance, de la rigueur scientifique, de la méthodologie dans le contexte actuel avec un tel niveau de complexité. Nous avons besoin aussi de savoir et de savoir-faire. Et la science a aussi évidemment des recommandations à formuler et des analyses à porter. Donc bonne soirée à tous, merci à tous, bonne soirée. Merci Sébastien. Donc, mesdames, messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir au sein de l'université et de constater qu'aujourd'hui encore la Fondation arrive à amener dans un même lieu le monde socio-économique, les étudiants et les enseignants. Provoquer des rencontres entre les étudiants et les futurs employeurs, c'est une des missions de la Fondation et l'ouvre-boîte en est une parfaite illustration. Et pourquoi provoquer des rencontres ? Pour mieux se connaître, mieux travailler ensemble et aussi changer le regard des étudiants sur le monde de l'entreprise et inversement. Je pense qu'aujourd'hui, plus on arrive à se rencontrer, plus on arrive à échanger ensemble, plus le monde de l'entreprise va devenir assez naturel pour les étudiants. Aujourd'hui, donc, la parole est donnée aux professionnels et aux étudiants sur un sujet qui nous intéresse tous, les métiers et les compétences de demain. Lors de la première édition à Quai-Vin, l'an passé, nous avons interpellé des sociologues et des entreprises et des jeunes diplômés sur la notion d'attachement du territoire. Ce fut une réussite. Je pense que ce soir, on va encore renouveler cette réussite pour passer une excellente soirée.
Et si nous passons un agréable moment ensemble, c'est parce que l'ouvre-boîte organisé avec le soutien de partenaires, donc un grand merci à la Banque Populaire Grand Ouest, au Crédit Mutuel de Bretagne, Engie, la Boîte à Sourire, MG10, Poulain Traiteur, Pudding Créatif, SRB, Vacom, sans qui cette soirée ne serait pas possible. Et puis, comme le public, il y a un certain nombre d'entreprises, n'hésitez pas à venir nous voir, puisque la Fondation ne fonctionne qu'avec des dons. Donc, à l'issue de cette soirée, je suis grandement ouverte à vous accueillir pour en discuter avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et à tout à l'heure. Merci à Sébastien Le Gall et Stéphane Mériot. Alors, vous le savez, on est dans un contexte où le conflit sont aux portes de l'Europe, où l'inflation est là. Et pourtant, selon les données données par la CCI de Bretagne, la Bretagne n'a jamais été autant en mode recrutement. On objective à peu près 462 000 emplois qui seraient à recruter d'ici 2030. Ça fait un peu plus de 42 000 emplois par an. Pour autant, les entreprises sont très demandeuses. Il y a effectivement des secteurs qui sont plus demandeurs que d'autres, des secteurs notamment dans l'industrie où il y a un besoin de manière absolument inédite. Ce contexte-là donne aussi un marché très concurrentiel. Et il faut à la fois que les entreprises soient en capacité non seulement de vous séduire, vous, jeunes diplômés, futurs diplômés, jeunes étudiants, et elles-mêmes, en interne, qu'elles soient capables d'être agiles et de mesurer ce qui est en train de se passer. En plus de cela, vous le savez, la révolution numérique est en marche. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle va transformer notre société autant, au moins, que la révolution industrielle l'a fait au même moment. Les métiers sont en train de changer. On dit que 85% des métiers dans 10 ans n'existent pas encore. On dit aussi que les métiers que vous allez faire, vous, jeunes diplômés, d'ici 1, 2 ou 3 ans, dans 5 ans, ne seront plus déjà tout à fait les mêmes. Autant de données qui peuvent être un peu vertigineuses et qui peuvent complètement déstabiliser vous, étudiants, les entreprises aussi. Et il va falloir trouver un point d'ajustement entre vous, les deux côtés du miroir, avec ces injonctions complexes qui sont à la fois des entreprises d'attendre beaucoup d'agilité, de flexibilité. Beaucoup d'entreprises ont déjà commencé à former dans leurs organisations leurs salariés. Et puis vous avez commencé des études avec parfois des modules qui sont actuellement dans une forme et qui devront aussi se transformer très très vite. Tout ça pour dire que cette soirée-là, elle est importante parce que l'idée, c'est d'entendre les deux voix et puis on va essayer de s'aligner. Donc on a fait appel aussi à des experts étudiants qui vont nous donner un petit peu les éléments et puis des experts d'entreprise. Le fait de les nommer comme ça pour dire que sans eux, effectivement, cette soirée-là ne pourrait pas avoir d'importance, ça montre déjà que l'espèce d'étanchéité qui existait avant entre le monde de l'entreprise et le monde des études a bougé. Dans les années 60, 70, 80, vous faisiez une formation, a priori, elle vous traçait la route pour l'ensemble de votre carrière. Aujourd'hui, vos parents déjà, pour avoir discuté avec certains d'entre vous, ont déjà commencé, certains ont déjà fait des reconversions ou au contraire ont fait des étapes avec des changements de métier au sein de la même entreprise. C'est un peu tout ça qu'on va aborder ce soir. L'objectif, c'est surtout que vous repartiez avec peut-être quelques nuances, parfois dans votre vision, soit de la jeunesse, soit des entreprises. Et puis que vous n'ayez pas peur, surtout, parce que juste par rapport à l'intelligence artificielle, au numérique et tout ça, il y a un monsieur qui s'appelle Cyril d'Acosta Caruso qui disait l'autre fois quelque chose de très intéressant. Il a dit « L'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer. Par contre, ayez peur de ceux qui sauront utiliser l'intelligence artificielle. Si vous ne pouvez pas, c'est eux qui vous remplaceront. » Voilà. Une petite introduction, un peu longue quand même. Avant de faire appel, les premiers experts, on a trouvé que c'était intéressant que ce soit nos étudiants qui viennent nous parler, nous interroger sur les métiers de demain. Qu'est-ce qui seront les métiers de demain? Donc, je vais faire appel à l'équipe de Clara, donc les étudiants Master 2 Gestion des ressources humaines de l'UBS. Donc, j'appelle Carla Bizien, Marjorie Buret, Emma Leformat et Léa Hutto, qui vont venir, je crois, vous interroger, je vous allume les micros, sur ces fameux métiers de demain. Il vous en faut combien? 2? Il en faut 2, 1 pour chacune. Voilà.
Vous avez le pouvoir. Donc, bonsoir à tous. Nous sommes très ravis d'avoir été conviés à cette conférence sur un sujet qui nous parle énormément. Donc, pour se présenter en quelques mots, voici Carla et je suis donc Marjorie. Nous sommes étudiantes du Master 2 Gestion des ressources humaines. Et c'est vrai qu'en tant que futur RH, les compétences et les métiers de demain nous questionnent énormément. Notre challenge aujourd'hui, c'est de toujours être à la recherche de nouveaux talents, de nouvelles compétences et toujours être à l'affût de nouvelles innovations technologiques qui pourraient grandement modifier les compétences et les métiers de demain. Tout d'abord, avant de commencer notre présentation, nous sommes curieuses de savoir ce que vous pensez des compétences et métiers de demain. Du coup, nos collègues Léa et Emma vont venir passer dans les rangs. Donc, s'il vous plaît, levez la main et participez. Effectivement, nous allons avoir le plaisir de vous interroger quelques-uns. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous évoquent les métiers et les compétences de demain? Donc, on va en choisir quelques-uns dans le public en espérant que vous avez bien participé. On va commencer de mon côté. Je vous prie. Je vous laisse vous présenter et dire ce que vous en pensez. Émilie Bouvran, je suis la directrice du service universitaire de pédagogie à l'Université Bretagne Sud. Alors moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Plein de choses, évidemment. Déjà, le développement durable et responsabilité sociétale, je crois que c'est le grand mot aujourd'hui aussi. Et puis parfois, comme était évoqué en introduction, sur tout ce qui est IA, je vois aussi facilitation des tâches pour en faire d'autres ou se consacrer à d'autres tâches. Voilà. Et sinon, compétences, ça m'évoque aussi une grande question, c'est est-ce que l'offre de formation des universités répond aujourd'hui à l'offre de compétences de demain? Je vous remercie pour votre réponse. De mon côté, je vais vous demander peut-être de vous présenter et puis de me dire ce que vous en pensez de ce sujet. Merci. Alors, Armand Choisy, je travaille comme chargé de projet chez Baxter. Et pour moi, donc, je suis convaincu que les métiers et compétences de demain ils vont être profondément transformés par les avancées technologiques, plus particulièrement l'IA, comme on en parlait juste avant. On pense évidemment, comme ça a été dit juste avant, à l'automatisation de toutes les tâches administratives, tout ce qui est très répétitif. Du coup, une transformation vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. On peut penser à tous les métiers de sciences de données qui seront plutôt basculés sur le développement d'algorithmes d'IA et comment est-ce qu'ils sont appliqués en entreprise. Et puis, on peut aussi éventuellement penser à tout ce qui est métier de la santé, par exemple avec des diagnostics assistés par ordinateur ou encore le développement de nouvelles molécules pour les médicaments. Merci à vous pour votre intervention. Monsieur, je vous laisse répondre à la question et vous présenter. Alors, je suis Kevin du cabinet Cantalis, un cabinet d'expertise comptable. Je pense que ce qui a été dit auparavant, notamment sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est vraiment l'enjeu des années à venir, effectivement. Et je pense qu'il y aura effectivement des métiers qui vont disparaître, mais d'autres qui vont être créés. Il y aura beaucoup plus de valeur ajoutée sur ces métiers-là. Et je pense qu'effectivement, l'interaction avec notamment les universités, les entreprises, pour justement avoir ce lien-là et cette évolution pour amener nos étudiants à être mobiles et vraiment avoir des compétences à s'adapter dans le monde de demain, je pense que c'est très important et je pense que ce sera effectivement l'enjeu dans les années à venir. J'ai un intervenant. Merci, bonsoir, Franck Mosser, je dirige MG10, une société d'édition de logiciels. Alors je vais faire un petit peu le contre-pied, parce qu'on parle dans le numérique, bien sûr, l'IA nous perturbe et nous percute, on sait que nos métiers ont changé, mais en fait ils ont toujours changé, depuis 30 ans ils changent tout le temps. Et par contre, il y a aussi ce qui ne changera pas, et je pense que c'est important qu'on l'ait en tête, c'est qu'on aura toujours besoin de collaborateurs, collaboratrices qui sont engagés, qui sont sérieux, qui savent travailler en équipe, qui ont des valeurs humaines fortes et qui s'attachent à bien faire ce qu'ils font. Et si on a ça, plus de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, de la confiance en soi, en fait, on peut aborder tous les métiers de demain, tout le temps, se remettre en cause, changer, évoluer. Donc, il faut qu'on regarde ce qui va nous percuter, nous bouleverser, et il faut qu'on regarde aussi ce qui nous rend fort pour aborder
les changements de demain et comment être fort pour aborder les changements de demain. Et ça, je pense que c'est important à garder à l'esprit. Merci beaucoup. Moi, c'est Marie-Laure Cléré et je suis coach en orientation scolaire et professionnelle. Donc, j'abonde dans le sens de mon voisin. C'est-à-dire que ce qui est demandé aussi, c'est beaucoup les compétences transversales. Hein, c'est votre savoir-être, votre savoir-faire et votre adaptabilité, votre flexibilité dans les différents postes qu'on va vous demander en entreprise. Et puis la possibilité aussi d'aller voir dans d'autres secteurs d'activité, parce que comme je crois qu'on en a déjà parlé, mais il y a pas mal de gens qui se posent la question justement de rebondir, de se reconvertir au niveau professionnel, parce que justement elles ont besoin de plus en plus de sens. Et je pense qu'aussi on peut parler aussi de ça, aussi, de donner du sens à sa mission de vie. Voilà. Donc, bonsoir à tous, Loris Pravel, donc je suis étudiant à l'NCBS, moi à Lorient, et entrepreneur dans la santé. Pour représenter un peu plus le monde de l'industrie, du coup, je pense que je rejoins mes collègues de droite. La partie la plus importante, c'est décloisonner. Aujourd'hui, on ne peut plus se cantonner à être bon dans un seul domaine, en tout cas sur l'aspect dans l'environnement industriel. On a besoin d'avoir un minimum de base dans plusieurs matières. Et donc, ce lien entre université et entreprise est fondamental, puisque ce n'est qu'en étant à l'écoute des besoins de l'industrie qu'on pourra adapter les offres de formation. Et donc, voilà, ne négligeons pas certains aspects qui sont, en fin de compte, primordiaux dans l'entreprise. Très bien, merci à tous pour vos réponses. Armand, est-ce que tu peux te lever ? Donc, je vous présente Armand, notre complice. Donc, on vous a posé la question de ce que vous évoquent les compétences et les métiers de demain. Et donc, sa réponse a été entièrement rédigée par ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle conversationnelle qui permet en fait de répondre à des questions sur vraiment divers sujets. Et pour nous, c'est très important d'évoquer l'intelligence artificielle pendant cette conférence parce qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus utilisée, notamment dans le domaine informatique, juridique ou encore dans le journalisme. De plus, dans les ressources humaines, ChatGPT va nous challenger dans nos métiers. En effet, c'est quand même une intelligence artificielle qui prend beaucoup le devant ces derniers temps. Cependant, on pense que le côté humain restera toujours très important et indispensable dans nos métiers. On devra toujours expliquer, accompagner et puis conseiller. C'est dans ressources humaines, il y a humain quand même. Bien sûr, l'IA va nous aider à automatiser toutes les tâches un peu administratives qui font perdre un petit peu notre temps, comme l'établissement de fiches de poste, le checking d'éléments de variables de paye. Mais ça nous permettra de nous concentrer sur des projets à plus haute valeur ajoutée. Et du coup, ça nous a posé la question de la place de l'humain dans les compétences et les métiers de demain. Du coup, on va laisser place à la suite de la conférence. Merci beaucoup. Merci donc à Caria, Emma, Léo et aussi Armand. On appelle ça un complice, comme ça on appelle ça un baron dans le spectacle vivant quand il se cache dans la salle comme ça. Merci beaucoup, mais en fait c'est vrai que c'était bien parce que tout le monde a déjà évoqué un peu la réponse à votre question, puisque les mots qui ont été prononcés ont été des mots qui sont des attributs propres à l'humain. La flexibilité, l'agilité, le fait de savoir rebondir, de changer de formation. Et donc, pour la première fois dans les RH, on s'intéresse, pour la première fois depuis quelques années, à la notion de personnalité, de parcours atypique, de double cursus. Donc, je pense qu'on va en parler, évidemment, tout ça. Et puis, le métier de sens, on va largement en parler avec le témoin qui arrive. En tout cas, je voulais juste te dire que ChatGPT n'est qu'un seul fournisseur d'intelligence artificielle conversationnelle. Donc, on ne va pas lui faire trop de pub. Il y en a plein qui arrivent, là, je vous le dis. Et heureusement, il y a aussi des pare-feux à cette intelligence générative conversationnelle qui permettent de savoir quand les étudiants, notamment, l'utilisent un petit peu trop pour information.
On va maintenant accueillir notre grand témoin. On est très très content qu'il ait pu venir ce soir avec nous. Il s'agit d'Emery Jacquilla, qui est un entrepreneur français très audacieux, puisqu'il a repris la CAMIF il y a quelques années, mais je ne parlerai pas, ne raconterai pas à sa place. Donc PDG de la CAMIF, et il est aussi président de la communauté des entreprises à mission. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, il va vous l'expliquer. Et vous allez voir que sa vision du changement de notre monde utilise l'entreprise comme un des leviers majeurs de transformation de nos métiers de demain et de notre société. Je lui laisse la parole. Emery Jacquilla. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai commencé ma vie d'entrepreneur assez tôt, à 23 ans. Je crois que pour s'interroger, avant de s'interroger sur quels sont les métiers de demain, on peut quand même se poser la question de quelles sont les crises d'aujourd'hui qui vont affecter profondément le monde de demain. Sans se poser cette question, on n'inventera pas les métiers de demain. Et on peut aussi s'interroger sur, au fond, qui sont les acteurs du changement. Est-ce que ce sont nous, les citoyens? Est-ce que ce sont les entreprises? Est-ce que ce sont les États? C'est une question qu'il faudra aussi adresser. Quelles sont les crises? Et est-ce qu'on en a bien conscience de qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'en fait, on est face à des crises uniques dans l'histoire de l'humanité. Une crise évidemment environnementale, une crise sociale, une crise de la biodiversité, des crises sanitaires, des crises majeures qui sont devant nous. Et la question qu'on peut se poser, c'est, et probablement, on est probablement la première génération à avoir pris conscience en fait que toutes ces crises, elles sont liées à nous-mêmes, à nos modes de vie, à nos modes de consommation, à nos modes de production. Et on est aussi la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça nous échappe. La question qui peut nous interpeller, c'est il y a un score qui a été développé par des chercheurs quand vous avez un patient qui a un traumatisme crânien, qui s'appelle le score de Glasgow. Je l'ai découvert pendant la conférence de Glasgow, la COP26. Et en fait, il est intéressant à utiliser parce qu'on a un peu marché sur la tête depuis 50 ans, 100 ans, en pensant que on pouvait faire de la croissance infinie dans un monde fini. En fait, on voit que ça ne marche pas. Et le score de Glasgow, il vient analyser trois choses. Est-ce qu'on a les yeux ouverts? Est-ce qu'on a une réponse verbale? Et est-ce qu'on a une réponse motrice? Les métiers de demain, ils vont mobiliser tous nos sens. Est-ce qu'on a les yeux ouverts? Je crois qu'on a les yeux ouverts et qu'on observe bien avec nos deux yeux tout ce qui est en train de se passer. Tous ces changements qui sont à l'œuvre et qui vont changer profondément notre monde. On voit chaque été qui passe, les crises. Est-ce qu'on a une réponse verbale? Oui, on a des réponses verbales. La jeunesse qui s'exprime, Greta qui dit « How dare you ?» Et puis les experts du GIEC qui nous disent depuis 25 ans ou 30 ans qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on a une réponse motrice? Et c'est là où le bas blesse. Qui sont les acteurs qui vont permettre ces changements? Oui, c'est nous les citoyens, mais les citoyens ne peuvent pas tout. Oui, c'est les États, mais les États ne peuvent pas tout. D'ailleurs, si vous prenez la COP numéro 1, c'était en 1995, il y avait 365 particules par million dans l'atmosphère de CO2. Aujourd'hui, on a 417. On ne peut pas donc tout attendre. Et moi, je crois que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition et qui a une forme d'urgence à la mobiliser. Moi, je suis tombé dans la crise en 2008 quand j'ai relancé la CAMIF. Alors, qu'est-ce qui connaît la CAMIF dans la salle? Ok, donc c'était une coopérative qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre et qui s'est développée avec le modèle de la vente par correspondance, que tous ceux qui ont levé la main ont sans dû connaître, ce gros catalogue papier, qui a fait faillite en 2008. Je me suis interrogé en tant qu'entrepreneur comment une entreprise comme ça, qui était une coopérative, qui dépendait donc de ses sociétaires, qui étaient également ses clients, comment elle avait pu disparaître? Oui, il y a eu une rupture. Le changement d'un modèle, catalogue papier, il y avait un peu du plomb dans l'aile et l'arrivée d'Internet a bousculé le modèle. Mais ce n'est pas ça qui a fait que cette entreprise a fait faillite. Ce qui a fait qu'elle a fait faillite, c'est qu'elle ne s'est jamais sentie suffisamment fragile. Et cette capacité à se sentir fragile, à se savoir fragile,
elle est aujourd'hui essentielle. Parce que ce savoir fragile, c'est s'obliger, avec une grande forme d'humilité, eh bien, à s'ouvrir aux autres. Tout seul, on ne peut pas grand-chose. Ensemble, on peut beaucoup. J'ai fait confiance à mon intuition. Moi, j'avais l'intuition, et probablement c'est une des valeurs clés qu'il va falloir qu'on active, qu'on fasse confiance davantage à nos sens, à notre intuition, qu'il y avait une place pour un acteur très différent de ce qu'a fait la grande distribution depuis 50 ans, qui a toujours été cherché plus loin, moins cher ailleurs. Et moi, je me suis dit, pour Camif, on va faire l'inverse. On va miser sur le local, on va miser sur la qualité, on va miser sur le durable. Et c'est ce qui a fait qu'on a relancé Camif en 2009 sur ce modèle d'impact positif. Deuxième intuition, on n'avait aucune chance de réinventer, de pouvoir relancer Camif dans le contexte. Vous savez, il y a eu la crise de la Camif qui a entraîné celle de Lehman Brothers, puis la crise financière mondiale. Autre rupture majeure. Tout est parti de New York, on ne le sait pas, mais... Et dans le contexte, c'était donc impossible de trouver des banquiers pour financer une aventure entrepreneuriale comme la mienne. Si on a réussi, c'est parce qu'on a mis toute l'attention à ce que le projet puisse avoir un impact positif sur le territoire. À Niort, où on est venu, on a déménagé avec ma femme là-bas, on a déménagé l'entreprise là-bas, on a ouvert un centre de relations clients à Niort, et parce qu'on a fait tout ça, parce qu'on a mis cette attention au cœur du projet, on a eu l'accord et le soutien de tous les acteurs de la région, la communauté agglo de Niort, la région Poitou-Charentes, pour garantir 95% de nos emprunts bancaires. Et c'est dans ce contexte qu'on a donc pu relancer Camif comme ça, avec une proposition de valeur très différente, donc pour renouer le lien avec l'ensemble des fabricants, miser sur le Made in France. C'était très ringard, hein, le Made in France en 2009. Il n'y avait pas le slip français, il n'y avait pas le ministre qui portait la marinière. Et moi, j'avais la conviction pourtant que ça faisait vraiment sens. Aujourd'hui, on travaille avec 125 fabricants qui représentent 74% de notre chiffre d'affaires, fabricants français dans tout l'équipement de la maison. La question du sens nous a un peu percuté à un moment en 2013 avec la rencontre de deux chercheurs, Blanche Ségrestin et Armand Hattuel, chercheurs à l'École des Mines, à la chaire théorie de l'entreprise de l'École des Mines, qui en 2008 se sont dit ce à quoi on assiste, ce n'est pas une crise financière, c'est la crise de l'entreprise. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, on a oublié pourquoi l'entreprise existe et à quoi elle sert. Et il y a urgence à redéfinir la raison d'être de l'entreprise et à se poser cette bonne question, qui est une question essentielle. Mais pourquoi l'entreprise existe? À quoi elle sert? Et qu'est-ce qui serait, et cette question nous a donc nourri, pendant 2 ans et demi, on a cherché, mais pourquoi Camif existe? À quoi on sert? On a interrogé largement l'ensemble des parties prenantes, des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, sur au fond, pourquoi on existe, à quoi on sert? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas? Qu'est-ce qui serait différent si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de Camif? Et on a formulé notre raison d'être qu'on a inscrite dans nos statuts en 2017. Ce qui nous a mis en mouvement et ce qui a entraîné chez nous un changement considérable, parce que ça, suite à notre mission et l'inscription de notre mission dans nos statuts, la traduction de la raison d'être dans des objectifs sociaux, environnementaux, par exemple notre 3e objectif de mission qui est de faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous a obligés à revoir les 20 000 références du catalogue Camif et à se poser la question, comment sont fabriqués ces produits? Comment on peut faire mieux avec moins? Et c'est en train de changer notre métier. On ne soupçonnait pas que ce travail de redéfinition de la raison d'être, du sens de l'entreprise nous conduirait à changer notre métier. On est en train de passer du métier historique de Camif, qui est un métier de distributeur, où nos équipes font un travail de sélection de l'offre sur des critères local, durable, qualité, à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections en économie circulaire. Et ça, évidemment, on ne pouvait pas le faire tout seul. Donc en 2017, on a organisé un grand Camifathon. Donc c'était un hackathon pendant 3 jours. On a réuni tous ceux qui, avec nous, voulaient bien réinventer l'offre, réinventer les modèles, des designers, des experts de l'économie circulaire, des fabricants avec lesquels on travaillait, d'autres avec lesquels on ne travaillait pas, des collaborateurs, des consommateurs, avec carte blanche, on va réinventer les produits de la Camif. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, on ne sait pas quand on se lance dans un processus comme ça ce que ça va donner. Il faut se faire confiance. Et on a sorti, par exemple, de ce Camifathon l'année dernière,
un produit qui est le matelas Timothée. Donc l'entreprise à mission, c'est quelque chose de très concret parce que ça touche au cœur de l'offre. Le matelas Timothée, c'est le premier matelas fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, qui est le fruit d'une collaboration, d'une coopération entre une start-up qui fait du recyclage de vieux matelas en Ardèche, à Flaviac, un éco-organisme qui fait la collecte des vieux matelas, un fabricant à Niort et un institut technique pour mettre au point un bloc de mousse entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Première boucle d'économie circulaire dans la literie. Ce produit, il est intéressant parce qu'il exprime bien, au fond, peut-être ce qu'est le métier de demain. D'abord, une capacité à coopérer avec des gens qui ne vous ressemblent pas, avec des gens avec des profils très différents. Quand on fait travailler ensemble des designers, des experts d'économie circulaire, des fabricants, on fait travailler des profils différents et ça donne des choses qui sont toujours surprenantes. Deuxièmement, une capacité à inscrire nos projets de transformation sur le temps long. On ne changera rien durablement si on ne se donne pas aussi le temps. Troisièmement, la capacité d'accepter l'échec. On ne savait pas si ça allait marcher et il y a pas mal de projets qui n'ont pas marché. Et enfin, on arrive à trouver des bonnes solutions parce que l'économie circulaire, dans la crise que l'on traverse aujourd'hui, qu'on n'avait pas anticipée, crise depuis la guerre en Ukraine, l'inflation, on connaît tous, l'inflation sur les matières premières qui affecte nos fabricants. Notre matelas Timothée, il était plus cher avant la crise, aujourd'hui il est plus économique. Donc il crée une valeur pour nous qui protège nos marges, qui protège la marge de nos fabricants et qui crée aussi une valeur sociale et environnementale. On a fait des analyses de cycle de vie des produits. On ne soupçonnait pas un jour qu'on irait aussi loin. Eh bien, c'est 45% de CO2 en moins que le même matelas fabriqué à partir de la mousse traditionnelle issue du pétrole. Changement de métier qui s'opère dans la douceur, parce que ce sont nos équipes qui ont co-créé cette mission. Ce sont nos équipes qui se sont mises elles-mêmes en tension en disant oui, c'est ça le projet Camif. Ça fait sens pour nous. L'entreprise à mission, j'en suis tellement convaincu qu'en 2018, j'ai cofondé la communauté des entreprises à mission pour offrir un cadre de partage à l'ensemble des dirigeants qui voulaient rendre leur entreprise plus contributive, qui voulaient réinventer leur entreprise. Parce que c'est ça le défi qu'on a devant nous. Il va falloir tout réinventer. Réinventer une économie pour qu'elle soit soutenable. Ça passe par réinventer nos entreprises, ça passe par réinventer nos métiers. Et aujourd'hui, 1300 sociétés à mission en France qui ont adopté ce cadre, qui est maintenant depuis adopté a été reconnu dans la loi par la loi Pacte. Et juste un tout petit mot, qu'est-ce que c'est que la loi Pacte? Il y a deux choses qui sont intéressantes. Elle a modifié le Code civil qui dit, et c'est bien parce que ça faisait depuis Napoléon qu'on n'avait pas touché le Code civil, l'article 1833, donc on est passé de Napoléon à Greta Thunberg directement. Toute entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Ça veut dire que tous les métiers, chacun dans l'entreprise, quand on fait quelque chose, on doit prendre aujourd'hui en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Ça nous met en tension et ça nous ouvre des champs nouveaux de responsabilité, d'engagement. Et la deuxième chose que ça a permis, la loi Pacte, c'est l'émergence des sociétés à mission, c'est-à-dire une société qui met au cœur de son modèle une mission avec un impact positif. Les métiers de demain, ils doivent contribuer à inventer le monde de demain. L'impact positif qu'on cherche, il est défini à travers la raison d'être de l'entreprise, qui est inscrite dans les statuts, à travers des objectifs sociaux, environnementaux, qui sont également inscrits dans les statuts, qui permettent d'avoir l'alignement des actionnaires avec le fait que l'entreprise, elle n'est pas là uniquement pour servir leur profit. En premier, elle est là pour servir la mission. Et c'est la valeur principale de l'entreprise, c'est son utilité. Les métiers de demain, ils seront utiles ou ils ne seront pas. L'entreprise demain, elle sera utile ou elle ne sera plus. Une entreprise à mission, c'est une entreprise aussi qui a fait évoluer sa gouvernance et qui a créé pour la première fois dans l'histoire du droit une vraie gouvernance de l'entreprise. La société aujourd'hui, parce que l'entreprise n'existe pas en droit, elle n'est pas qualifiée en droit, seule la société l'est. La société, aujourd'hui, elle est gouvernée par ses actionnaires. Un conseil d'administration qui représente l'intérêt des actionnaires. Alors que dans l'entreprise à mission, vous avez un organe de gouvernance qui est le comité de mission, qui vient, lui, défendre l'intérêt de l'entreprise, la mission de l'entreprise. Et au fond, la mission est un levier formidable d'engagement pour les collaborateurs,
un levier qui suscite et stimule l'innovation à l'intérieur de l'entreprise pour réinventer nos modèles au regard d'objectifs qui vont permettre à l'entreprise d'être cet acteur qui va changer le monde. Parce que j'y crois, il va falloir changer le monde et on peut le changer de l'intérieur en utilisant l'entreprise. Et du coup, c'est un levier de performance parce qu'au bout du compte, si tous ces changements n'aboutissent pas à un modèle durable, ça ne marchera pas. Et c'est un levier de performance parce que quand on suscite de l'engagement, quand on suscite de l'innovation, on a au bout de la performance. Alors, peut-être dire un mot sur les qualités d'un manager, les qualités d'un leader, qui sont finalement ces valeurs fondamentales pour les métiers de demain. D'abord, il va falloir beaucoup d'audace. Il va falloir oser. Oser remettre en cause des modèles économiques. Oser affronter des sujets qui ne sont pas simples. Quand en 2017, après avoir inscrit la mission dans les statuts de la CAMIF, qui est premier objectif de mission de développer, d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable, je me retrouve avec mes actionnaires à qui j'annonce qu'on va fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday. Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique. Ils ont passé 2h30 à essayer de me convaincre que c'était peut-être pas la peine d'aller jusque-là, qu'on pouvait très bien ne pas faire de promotion et que ça suffirait. Mais moi, je crois qu'on ne va pas changer le monde avec de l'eau tiède, mais on va le changer avec de l'audace. Et je pense que là, ce renoncement, c'est probablement ce que vous aurez aussi à opérer dans vos entreprises, dans les entreprises que vous rejoindrez. Il va falloir renoncer à un certain nombre d'activités qui sont juste plus compatibles avec le vivant, plus compatibles avec le monde de demain. Ces renoncements, c'est des outils puissants, mais c'est des outils qui, premier effet, déséquilibrent l'entreprise. Mais si on veut changer le monde, il faut déséquilibrer nos entreprises. Parce que c'est en déséquilibrant nos entreprises qu'on va les mettre en mouvement. C'est comme la marche. Donc, soyez déséquilibrés. Bon, non, peut-être pas aussi. Bon. Il faut de la sincérité. Camif a fait un travail qui a été long, qui n'a pas été toujours facile, qui a demandé de la persévérance, c'est aussi une des valeurs clés, et qui fait qu'aujourd'hui, on a totalement refondu le modèle, renouvelé la clientèle, renouvelé l'offre. On a aujourd'hui 80% de nos clients, ce ne sont pas les anciens instituts à la retraite, qui étaient la clientèle historique de Camif, qui sont des jeunes, qui veulent donner du sens à leur achat, qui veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui, dans quelles conditions sociales, environnementales. Ça, ils ont choisi Camif parce qu'ils ont perçu dans l'engagement de la Camif quelque chose de sincère. C'est ce que permet aussi le modèle de l'entreprise à mission, parce qu'il structure l'impact positif qu'on cherche à avoir, il pérennise l'impact positif de l'entreprise et il crédibilise l'impact positif de l'entreprise. Donc, il nous faut de la radicalité, il nous faut de la sincérité, il nous faut des managers qui sont alignés, tête, cœur, corps. Tête parce qu'on a bien conscience. On a deux cerveaux, on a de la chance, hein. On peut se servir des deux. Ou on peut, quand on est plutôt cerveau droit, aller chercher des cerveaux gauches pour nous aider à faire davantage. On a deux yeux, on a deux oreilles, on a deux narines pour sentir, pour avoir de l'intuition. Il faut s'en servir. On a besoin des humains. On a besoin d'humains. Moi, quand j'entends parler d'intelligence artificielle, je dis la réponse, c'est l'humain. Il faut remettre l'humain au cœur. Mais on est probablement le plafond de verre des changements dans l'entreprise. Le dirigeant est le plafond de verre de l'entreprise. Il nous faudra beaucoup d'attention, donc utilisons tous nos sens, et il nous faudra beaucoup d'agilité. Moi je dis souvent PDG, ça veut dire prof de gym. Donc il va falloir bouger. Alors, ça n'a pas du tout éclairé sans doute votre question sur les métiers de demain. Mais je crois que le point clé, c'est quand même celui de l'engagement. C'est celui aussi de la culture. On a eu la chance de vivre une expérience en 2013 avec une jeune artiste qu'on a accueillie dans l'entreprise. J'avais en fait beaucoup de témoignages d'anciens de la CAMIF qu'on avait recrutés qui me disaient régulièrement, tu sais, à Emery, à la CAMIF, on faisait comme ça. Ils avaient toujours l'habitude de travailler comme ça.
Oui, mais moi je leur disais, mais c'est pas comme ça qu'on va continuer à inventer le monde de demain, parce que c'est pas avec les recettes du passé qu'on va inventer demain. Et j'avais beau avoir tout changé dans l'entreprise, on était en organisation structure plate, mode projet, c'était formidable. Moi j'avais une culture entrepreneuriale que j'essayais de diffuser au maximum. J'avais quand même cette résistance au changement. Et je crois à la force de l'expérience collective. Quand on vit ensemble des expériences collectives, ça nous transforme. On l'a vu avec le Covid. Alors là, j'ai décidé de faire venir une artiste dans l'entreprise à ce moment-là. Et ce qui était beau, donc, c'est que tous les jours, elle produisait des œuvres. Donc, les gens se demandaient un peu pourquoi j'avais fait venir une artiste dans l'entreprise. Mais tous les jours, elle produisait des œuvres. Un jour, on arrive avec toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Les gens sont allés la voir. Non, mais est-ce que tu as demandé l'avis d'Emery avant de taguer les places de parking? Ben non, parce qu'elle avait carte blanche, en fait. Et parce qu'elle savait précisément le sens de pourquoi elle était là. Et une des œuvres qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en nous observant travailler, on s'envoie des emails à longueur de journée. Elle dit, c'est pas possible. Vous envoyez des emails tout le temps, quoi. Et donc, elle a eu l'idée géniale, quand elle voyait quelqu'un qui se levait pour parler à quelqu'un d'autre, à un autre bureau, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux entre eux. Et progressivement, l'entreprise s'est tissée de plein de bandes roses au sol pour nous rappeler quoi? L'importance du lien, du vrai échange. Et finalement, la leçon de ça, c'est que la vraie valeur d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. Et nous tous, dans l'entreprise, on a cette responsabilité. Créer du lien entre nous, avec nos clients, avec notre territoire, avec notre écosystème, avec nos partenaires. Et entre deux entreprises qui ont strictement les mêmes bilans depuis des années, quand il y en a une crise qui arrive, et des crises, il va en avoir beaucoup. Il y a une entreprise qui passe la crise parce qu'elle a su tisser un lien très fort et qu'elle va pouvoir compter sur l'engagement de l'ensemble de ses parties prenantes. Et puis il y en a une autre qui, comme elle a mis la pression sur les salariés, sur les fournisseurs, elle disparaît. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître. Il va y avoir des entreprises qui vont disparaître. Donc le métier de demain, c'est celui qui sait tisser du lien. Je vais vous laisser avec ça. Je vais le faire comme ça. Une petite question. J'ai cru voir que vous étiez allé devant la Commission européenne à Bruxelles, porter donc la bonne parole de l'entreprise à mission. Comment ça a été accueilli? Ça va être un long chemin, mais l'idée, c'est de s'appuyer sur l'expérience française, mais aussi italienne, espagnole, pour dire qu'on a besoin d'un modèle européen de l'entreprise à mission. Parce que je crois qu'il y a un enjeu de souveraineté, d'affirmer une vision positive de l'économie, de l'entreprise, qui est certainement très différente des Américains ou des Chinois, et on voit avec la vague des obligations de reporting qui va arriver avec la CSRD, où toutes les entreprises vont devoir répondre à beaucoup de questions, en fait, qu'il y a quand même aussi un enjeu, c'est qu'on passe vraiment à l'action. Ce n'est pas le reporting qui fait vraiment passer à l'action. C'est le sens qu'on trouve au projet de l'entreprise, chacun d'entre nous dans nos métiers, l'engagement qu'on va trouver. Et donc, je crois qu'il y a besoin de ce cadre de l'entreprise à mission. On a aujourd'hui, parmi les 1300 sociétés à mission, des grandes entreprises, 9% d'entre elles sont des grandes entreprises qui disent on aimerait bien avoir un cadre européen. Voilà, donc c'est ce à quoi je m'attelle et je vais travailler pour les prochaines années pour qu'on ait le plus vite possible un cadre de l'engagement de l'entreprise. Alors j'ai quand même en mémoire qu'on est plutôt bon élève en Bretagne. Il y a pas mal d'entreprises à mission. Il y a même des petits pionniers, je crois, qui. Alors on a le groupe Rocher, par exemple. Voilà, pas une petite boîte, donc. Entreprise à mission. Et il y a il y a 81% de PME, donc il y a aussi pas mal de PME qui sont entreprises à mission. Il y a des banques. Et il y a des banques, le Crédit Mutuel, Arkea, est entreprise à mission aussi. Et je pense qu'en fait, c'est une façon vraiment de redonner du sens à l'entreprise, de susciter l'engagement et finalement
une fois que la mission est claire, elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Et donc, à chacun d'entre nous de réinventer nos métiers, nos savoir-faire, nos compétences au regard de la mission que s'est fixée l'entreprise. Oui, il ne s'agit pas d'appliquer les petites lignes de couleur forcément dans toutes les organisations. Non, mais chacun trouve son chemin. Voilà, mais c'est le chemin qui transforme. Ok, le pas de côté. Très bien. On va garder Emery avec nous tout à l'heure. Il reviendra pour les questions. Merci. On le remercie encore une fois. Merci beaucoup. Notez, si vous avez des petites questions à lui poser, on aura un petit temps d'échange avec la salle à la fin. On va passer sur une petite respiration, une petite capsule vidéo qui a été demandée à des étudiants. On est toujours dans cette idée de faire discuter, se regarder à la fois le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Donc on se demandait l'avenir du management, c'est quoi? Qu'en pensent les pros? On en reparle juste après. On regarde la première petite vidéo réalisée par les étudiants dont je vous donnerai le nom tout à l'heure, parce que j'ai laissé ma fiche là-bas. Donc, première vidéo. Je suis Olivier Laurent, donc je suis dirigeant d'une société de conseil en ressources et relations humaines qui s'appelle Vacom. Bonjour, je suis Johan Manceau, je suis directeur départemental adjoint du Crédit Mutuel de Bretagne sur le Morbihan. Au niveau du monde du travail, pour moi, s'articule autour d'une thématique qui est la confiance. Et donc, c'est la confiance réciproque entre tous les membres d'une entreprise, les managers, les collaborateurs, les dirigeants, etc. La capacité à pouvoir travailler en équipe. Il doit avoir un savoir-être qui va lui permettre de pouvoir collaborer avec l'ensemble de son équipe, tout en répondant aux attentes de l'entreprise. Il devra être agile puisqu'on demandera de plus en plus de capacités d'adaptation à nos équipes en fonction des défis qui seront les nôtres demain. Donc le management de demain, pour moi, c'est, je vais faire une métaphore, c'est chaque manager et chaque collaborateur doit devenir un éleveur de manchots. À l'histoire du manchot ou à la métaphore du manchot. Un manchot qui est sur la banquise, qui manque de tomber à chaque fois. Et dès que vous le voyez dans son environnement, dans l'eau, vous comprenez tout ce qui fait son côté gracieux et sa force et ses talents. Et donc c'est d'aller mettre les personnes dans le bon environnement pour permettre à chacun d'être performant et prendre du plaisir dans l'entreprise. Pour moi, le manager de demain devra avant tout être bienveillant, être à l'écoute de ses équipes, mais avoir la capacité aussi de pouvoir avoir un niveau d'exigence élevé pour relever les défis qui attendent les entreprises. Bienvenue chez HT ou Pulp Fiction? Plutôt bienvenue chez HT, là aussi avec cette idée de la confiance, nous montre ce film. Chat ou chien? Chien. Pourquoi chien? Parce que j'adore les coquilles. D'accord. Quand vous êtes étudiant, vous allez être diplômé. Qu'est-ce qui va se passer pour vous après? On a fait appel à 2 experts. Je vais demander à Géraldine Chapelle, qui est l'animatrice de la commission Les Ateliers Bretons de l'Emploi, créée par Produits en Bretagne. D'ailleurs, je salue le directeur de Produits en Bretagne, Malo, et puis Coralie, qui est là aussi. Et puis Fabrice Landois, qui représente l'APEC. Alors, je sais, asseyez-vous, que ce sigle, pour certains, sur les 8 étudiants que j'ai eus, ne connaissaient pas. Donc, si c'est un échantillon représentatif des personnes qui sont là, je pense que M. Landois a un petit peu de pédagogie à faire avec nous ce soir. Normalement, les micros sont ouverts. On va vous donner celui-là qui est ouvert assurément. Voilà. Donc, tous les deux, oui, je pense qu'il marche pour M. Landois. Vérifiez. Non, on a des... Voilà, celui-là, c'est bon. Et Géraldine, je vous allume celui-ci. Oui. Donc, Fabrice... voilà. Non, il ne marche pas, celui-là. On va y arriver. Ouais, non, on va se passer le micro. Je vais commencer avec vous, Fabrice Landois, parce que comme je le disais, moi, j'étais assez étonnée. Ma génération, quand on sortait de la fac, à minimum Bac+3, Bac+4, on savait très bien que le premier endroit où on devait aller s'inscrire pour trouver un emploi en tant que jeune diplômé, en tant que futur cadre, peut-être, c'est justement l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres. C'est ce que j'ai gardé comme souvenir. Et donc là, je fus très étonnée en ayant cette petite dizaine d'étudiants au téléphone que personne ne connaissait ce nom-là. Et pourtant, vous faites un travail avec les entreprises et les étudiants et les jeunes diplômés qui a évolué, qui n'a cessé d'évoluer et qui va encore évoluer aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'APEC? Et puis vous, en plus, très personnellement, vous avez justement une mission qui, je pense, s'est dessinée au fur et à mesure du temps et des modifications des jeunes diplômés et des organisations.
Alors oui, l'APEC, c'était bien l'Association pour l'emploi des cadres, mais c'est devenu un acronyme. Maintenant, on n'explique plus ce qu'il y a dedans. Par contre, pour aller dans la continuité, nous avons une raison d'être. Donc nous sommes sur le chemin. Et je vais vous la lire, comme ça après on va la développer. Accompagnant les mutations du travail et de l'emploi, l'APEC s'engage pour une action efficace, inclusive et prospective au service de l'intérêt général et du dynamisme des territoires pour les cadres, les jeunes diplômés et les entreprises. Voilà quelle est notre raison d'être et notre finalité, ce qui donne sens à tous les collaborateurs de l'APEC, vu qu'effectivement tous nos objectifs sont déclinés autour de cette raison d'être. Alors, si on le traduit en opérationnalité, qu'est-ce que fait? Nous accompagnons les cadres tout au long de leur vie pour gérer leur carrière. Nous accompagnons les cadres en poste. Nous ne sommes pas le pôle emploi des cadres. Un cadre demandeur d'emploi va à Pôle emploi, va s'inscrire. C'est Pôle emploi qui gère la liste des demandeurs d'emploi. Nous, on est plutôt en préventif. Donc, nous accompagnons les cadres qui sont en réflexion sur leur évolution professionnelle, qui entendent parler d'une évolution de leur métier et qui veulent savoir comment réagir, comment s'adapter. Voilà, tout au long de la vie professionnelle. De par notre statut, nous sommes une association, donc les cadres et les entreprises cotisent à l'APEC. C'est une cotisation obligatoire, donc nous rendons des services tout au long de la vie des cadres. Deuxième acteur, ce sont les entreprises. Nous les aidons à recruter, nous les aidons à s'adapter aux nouvelles lois, aux nouvelles réglementations qui sont mises en place par les États et les gouvernements. Et donc, nous les aidons à les mettre en place. La dernière sur laquelle nous avons participé, c'est l'égalité femmes-hommes. On va peut-être intervenir sur les seniors. Il va peut-être y avoir quelque chose. Nous avons participé sur la mise en place des entretiens professionnels dans les entreprises. Voilà, on accompagne les entreprises dans leur gestion de leurs ressources humaines, du recrutement jusqu'au développement des compétences. Et puis par anticipation, effectivement, nous accompagnons les futurs jeunes diplômés à partir d'un Bac+3 obtenu, donc à partir de la licence jusqu'au master doctorat, pour leur insertion professionnelle pendant leur première année après l'obtention de leur diplôme. Donc notre job, c'est de vous accompagner individuellement, collectivement, en présentiel, en distanciel. On s'est adapté avec tout ce qui s'est passé 2020-2021, et donc de vous accompagner dans votre insertion par des études de marché, par la validation de votre projet professionnel et par la mise en place de tout un tas d'outils pour vous accompagner dans votre communication de recherche d'emploi. Ça, c'est une première partie de notre métier. Une deuxième partie de l'APEC, on est observatoire du marché de l'emploi des cadres. Nous sortons à peu près une trentaine d'études par an pour présenter on l'a dit dans la raison d'être, la prospective, l'analyse et la prospective de l'évolution des métiers, de l'évolution des rémunérations, de l'évolution des formations, de l'insertion des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi, et voilà tout un tas d'autres études sur la mobilité des cadres. Enfin, voilà les grandes thématiques. Et donc, comment ça se passe? On a 50 centres sur toute la France et même les territoires d'outre-mer. Vous allez sur le site, alors dématérialisation au départ bien sûr, vous allez sur le site apec.fr, vous créez un compte et il y a des petits boutons miracles qui s'appellent prendre rendez-vous et vous venez nous voir et on sera ravis de vous accompagner. Ça c'est sur le papier, mais moi ce qui m'intéresse de savoir aussi c'est que on a vu les organisations se sont transformées, les jeunes diplômés vont arriver avec des formations. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à l'APEC, mais votre organisation a dû aussi évoluer. Comment vous êtes capable, vous, d'accompagner des entreprises dans le changement? J'imagine que vous aussi, du coup, vous êtes formé dans le changement. Je suis arrivé à l'époque à l'APEC où il n'y avait pas encore de site Internet. Ça vous donne un petit peu le petit truc. Bah oui. Voilà. Donc j'ai connu les offres d'emploi. Attention, là je vais prendre un coup de vieux. Les offres d'emploi sur Minitel. Merci. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est. Hein. Et donc après l'arrivée d'Internet, et on en est aujourd'hui à la visio et on intègre ChatGPT ou une intelligence artificielle dans l'aide à la rédaction des offres pour que les entreprises puissent faire des offres de qualité, vu qu'aujourd'hui les offres sont d'un standard pas très attractif, on va le dire comme ça, et que on va le faire avec ça. Oui, nos métiers ont évolué dans
ne serait-ce que dans les prospectifs que l'on pouvait donner comme information à nos clients cadres et entreprises, en essayant de les faire anticiper. Par contre, le constat que je fais avec mes 23 ans d'expérience à l'APEC, c'est les cadres viennent nous voir quand il est trop tard et les entreprises viennent nous voir quand il est trop tard. Pareil. Donc, cette anticipation n'est pas suffisamment mise en place dans les entreprises. Essayer de prendre des risques. Dans une direction d'entreprise, il y a le mot entrepreneur. Et donc, entreprendre, c'est prendre un risque, faire des choix et prendre un chemin et essayer d'y aller. Dans la gestion de carrière, vu que nous, on fait de la gestion stratégique de carrière, sur la même façon qu'une entreprise définit sa stratégie. Donc, on essaye d'anticiper à plusieurs années en amont pour construire un parcours dans sa gestion de carrière. Si je décide que mon métier ne m'intéresse plus, j'ai fait le tour, tous ces mots qu'on entend, tous ces verbatims que l'on entend, essayer de définir un nouveau projet professionnel qui va peut-être se construire sur plusieurs années par la proposition de formation, donc revenir sur les bancs de la fac ou d'une école, peu importe, mais revenir, acquérir des compétences ou plutôt acquérir des savoirs nouveaux pour pouvoir construire et atteindre son objectif à 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà un petit peu comment... Donc on est en adaptation permanente sur les programmes que font les écoles et les universités. On est en anticipation de ce que nous donne comme information notre département études et recherches qui nous donne la perspective de ce qui pourrait se passer avec plusieurs scénarios à chaque fois. Et puis on essaye d'orienter nos clients cadres et entreprises avec ces données-là. On va en parler de la partie études tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on voit que les choses changent. Juste, vous l'avez senti, ce moment d'inversion, on a parlé de ça, de l'entretien d'inversion, c'est-à-dire que là où des cadres avaient certaines demandes sur le pack social de l'entreprise, on le voit finalement dès le premier échelon. Et est-ce que les entreprises se retrouvent un peu... déstabilisée, je vous poserai la question après Géraldine aussi, sur cette justement nouvelle demande, mais qui a été vue par Emery aussi, et Jacques Lia, c'est-à-dire une envie de donner du sens et pas simplement un salaire et un poste avec des missions. J'adhère totalement au demain, les métiers auront du sens ou pas, ou n'existeront pas. Okay. C'est une logique implacable, surtout que depuis à peu près 2020, sur l'ensemble des actifs français qui représentent à peu près 37 millions de personnes, plus de la moitié sont des générations Y et Z. Donc ces générations-là sont devenues majoritaires. Donc vont imposer leur code aux entreprises qui font de la résistance au changement. Donc on est dans cette période où effectivement l'attente de ces jeunes générations qui veulent de l'achat responsable, de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui veulent... je peux vous donner simplement une anecdote. J'ai accompagné dernièrement, enfin il y a 1 an maintenant, un de mes clients dans des entretiens de recrutement. Et mon dirigeant d'entreprise qui avait créé son entreprise, qui l'avait depuis plus d'une trentaine d'années, qui avait à peu près la soixantaine, s'est retrouvé face à un jeune d'une 30-35 ans, qui lui dit si je mets le nom de votre entreprise sur ma boîte, sur mon CV, qu'est-ce que mon CV va prendre comme valeur ? Il n'était pas prêt à ça. Il a un peu ramé dans sa réponse et effectivement, on lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous attendez comme valeur ? En termes d'acquisition de compétences, sur quel projet l'entreprise est et est-ce que je vais apprendre des choses pendant les quelques années qu'on va passer ensemble ? Et puis si, en termes de valeur, d'image de marque, si je mets le nom de votre entreprise sur mon CV, est-ce que ça va prendre de la valeur par la marque que vous représentez ? La fameuse marque employeur. Ma marque employeur, responsabilité sociale, sociétale et tout. Voilà. On a vu tout à l'heure dans le public certains témoignages d'entreprises qui disaient que c'était... On allait dans le bon sens, effectivement, en s'accordant à ces sujets-là. Géraldine Chapelle, elle a un micro qui fonctionne, normalement, c'est bon. Donc, vous êtes non seulement l'animatrice des ateliers bretons de l'emploi, qui a été donc mis en place par Marie-Laure Collet pour Produits en Bretagne. Produits en Bretagne, c'est une association d'entreprises, à peu près presque 500, je crois, entreprises. Quand elle a été créée, il yoyote un peu mon micro, et quelle a été surtout l'intention à l'origine, qu'est-ce qui a motivé la création de cette ABE, maintenant Atelier Breton de l'Emploi, et qui réunit-il des entreprises essentiellement, pour parler de quoi ? Alors, bonsoir. Les Ateliers Bretons de l'Emploi, donc c'est une création assez récente qui, en fait, s'est basée sur le premier pilier de Produits en Bretagne. Vous savez, le petit logo jaune et bleu sur
certains produits. Produits en Bretagne ne rassemble pas que des entreprises de produits, ça rassemble également des entreprises de services. Et donc, Produits en Bretagne, c'est un réseau qui se veut apprenant, c'est-à-dire un réseau dans lequel on échange, on apprend, on s'engage. Et donc, il y a d'abord eu la Braise Marketing Academy, au départ, qui devait réunir des professionnels de la communication et du marketing. Et puis, on est revenu à un des premiers piliers fondateurs de Produits en Bretagne, qui est créer et défendre l'emploi local. Et donc, la réflexion a été menée de dire comment on va permettre aux professionnels de se retrouver, d'échanger sur des problématiques, des sujets, voilà, marque employeur, recrutement. Donc, on a créé les ateliers bretons de l'emploi sur les départements. Donc, il y a des animateurs. Juliette, qui est dans la salle, est animatrice. Et oui. Voilà. Donc, il y a des animateurs qui réunissent à la fois des adhérents et des non-adhérents. Donc là, c'est très important de le savoir parce c'est un réseau ouvert. Tout n'est pas réservé aux adhérents de Produits en Bretagne. Et donc, on se réunit, soit des professionnels RH, des dirigeants également, sur des sujets qui nous préoccupent. Donc, on a fait intervenir, par exemple, pour certains, Pôle emploi, pour avoir une ouverture sur les chiffres, les stats, des choses comme ça, sur le tutorat. Vraiment, c'est des échanges de bonnes pratiques, parce que je reprends le terme, les notions tout à l'heure importantes de curiosité, de se connaître et d'apprendre des choses en échangeant les uns les autres, quoi. Apprendre à apprendre, hein, c'est ce qui ressort beaucoup là dans les interventions des uns et des autres. Quand on est chef d'entreprise, voilà, mine de rien, ça prend du temps d'aller à ces réunions-là, quand elles ne sont pas toujours en visio, et c'est le but. Alors, on fait ça sur des temps, soit des petits déjeuners, soit des after-work. Donc, c'est sympa, soit on prend le café, soit on boit l'apéro. Donc, bon, c'est sympa. Sur des temps courts, justement, parce qu'on sait que des grandes réunions, c'est fini, en fait. Hein. En effet, on n'a pas le temps de passer 4 heures en réunion. C'est pas super intéressant de rester bloqué. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger, il n'y a pas de tabou, en fait. Je pense que surtout, alors, sur les ressources humaines, il y a un point important, c'est de ne pas avoir de certitude. Si on part avec des certitudes et de se dire, moi j'ai raison, de toute façon, je l'ai fait, ça marche, et puis voilà, je suis partie pour les 20 prochaines années, je pense qu'il vaut mieux changer de métier. Mais c'est plutôt d'essayer, puis de mutualiser, de se dire, moi j'ai essayé par exemple le tutorat, voilà. J'ai été confrontée à telle et telle problématique. Ça va permettre à une collègue qui se lance dans le tutorat de bénéficier de ces retours d'expérience, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Alors, c'est important, là on parle de tutorat, j'ai envie de pousser un petit coup justement sur l'alternance aussi, c'est-à-dire que voilà, on sait à quel point vous avez du mal, vous, parfois étudiants, à trouver des stages en alternance, des métiers en alternance, et je sais que Produits en Bretagne s'est un peu mobilisé là-dessus. C'est important parce qu'il y a encore des étudiants qui cherchent et qui ont parfois surtout pas de réponse. Alors quand on veut faire de la RH, on envoie à RH une demande d'alternance, on n'a pas de réponse, on se dit qu'il y a un petit problème. Je crois que c'est un sujet que vous évoquez. Oui, alors, alors moi je suis une fervente partisane, défenseur, enfin je ne sais pas quel est le terme, de l'alternance depuis, j'en ai pas fait moi, mais dès que j'ai commencé dans les ressources humaines, j'ai toujours essayé d'accueillir des stagiaires, des alternants, parce que j'en reviens au même principe de apprendre à se connaître les uns les autres, mais se connaître soi. Donc l'alternance, déjà, ça permet de connaître l'entreprise, de savoir si on est bien parti sur la bonne voie, parce qu'il n'y a plus une seule voie tracée, et de faire des passerelles, on en a parlé tout à l'heure, entre les universités, les écoles et les entreprises. Donc moi, actuellement, dans l'entreprise où je suis, on a un certain nombre d'alternants. Alors, des alternants qu'on a et qu'on espère garder, forcément, hein, ça permet d'avoir des recrutements anticipés. Et puis, des fois, c'est pas comme ça, parce qu'il y a plein de raisons. Mais c'est vraiment de conforter les jeunes et moins jeunes, hein, dans leur parcours professionnel, quoi. Il faut bien démarrer. La première expérience, on l'a tous eue. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui sort de l'école, oui, mais vous n'avez pas d'expérience.
C'est la base. C'est la base. On va revenir sur votre parcours. Un petit mot, l'APEC a diligenté une étude sur la question de la dynamique du verdissement des métiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'aperçoit, on se posait la question, et puis nos administrateurs ont demandé à ce qu'on réalise une étude sur quel sera l'impact, alors sur différents acteurs, l'entreprise, mais aussi les candidats, de tout ce qui va être la transition économique et énergétique des entreprises et de l'environnement. Et donc on s'est vraiment aperçu que et d'une, les entreprises, ça devient une nécessité, ça a été dit tout à l'heure, on ne pourra pas aller continuer comme ça, et donc il va falloir faire cette transition énergétique et écologique. Mais c'est aussi une demande au niveau des candidats, de voir une entreprise qui est inscrite dans ces processus. Donc, ce qui va amener derrière une réflexion sur comment on va recruter demain, parce que les intermédiaires de recrutement vont devoir parler plus des savoir-être que l'on a évoqués, mais aussi des valeurs et des souhaits des nouveaux candidats. On va recruter un peu moins, ce qui ressort de l'étude et qui a été le prolongement d'une autre étude de l'OCDE de 2019. On va recruter un peu moins sur les compétences. La compétence est devenue maintenant une matière périssable. L'étude de l'OCDE disait qu'en 1970, une compétence technique avait une durée de vie de 30 ans et qu'aujourd'hui, une compétence technique a une durée de vie de 18 mois, voire même dans l'informatique, une durée de vie de 3 mois à 6 mois. Donc, ce qui veut dire que on va être obligé de se former tout au long de la vie. Et donc, recruter quelqu'un sur sa compétence d'aujourd'hui n'a presque plus de sens. C'est est-ce qu'il est capable d'occuper le poste et de faire le tronc commun du job, mais surtout, est-il capable de continuer à progresser et à apprendre tout au long de la vie? Et ça va être un facteur un élément de recrutement important. Donc, comment on le mesure, comment on l'évalue? On l'évalue par tout un tas de critères qui sont a-t-il utilisé son compte personnel de formation ou tout un tas d'autres choses. Comment la personne apprend? Quels sont ses moyens d'acquérir des savoirs et de les convertir en compétences? Voilà, ça va être un sujet important. Donc, le verdissement des entreprises, des activités, est à la fois une nécessité, mais aussi un sujet d'attractivité pour les jeunes générations. C'est ce qui ressort de l'étude. Et ça, c'est une manière aussi complètement décomplexer tous les étudiants qu'on a pu être, où on essayait 1 an ou 2 ans en fac de langue. Non, c'est pas ça. Fac de psycho, fac de sociaux, où on se dit j'ai eu 3 échecs. Maintenant, on dira non. J'ai eu un parcours avec la possibilité de se former sur 3 choses très atypiques, très différentes les unes des autres. On peut parler de nos parcours, on va en parler, mais je suis informaticien de formation initiale, Bac+2, dans les années 80. J'ai fait un master en 2003 et j'ai fait un deuxième master en 2015. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et sérieusement, le premier master que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'à un moment, je me suis aperçu qu'il y avait des petits jeunes diplômés qui visaient les postes que moi je voulais obtenir. Et donc, mon non-équivalence de diplôme avec eux mettait en arrière mon expérience. Aujourd'hui, si on prend malheureusement les cadres qui sont sur le carreau, qui sont au chômage, on s'aperçoit d'une chose, la typologie. Ils ont plus de 55 ans, ils sont entrés sur le marché dans les années 80 avec un bac ou un bac+2, où on était royal à l'époque avec un bac et un bac+2. Ils sont restés minimum 15 ans dans la même entreprise et ne se sont pas formés pendant les 20 dernières années. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont sur le carreau, parce qu'ils disent j'ai 30 ans d'expérience, sauf qu'avec ce qu'on vient de dire sur la durée de vie d'une compétence, leur expérience aujourd'hui est un petit peu mise à mal parce qu'ils ne sont pas capables de dire qu'ils sont encore en capacité d'apprendre. Ils disent non, moi je ne vais pas retourner sur les bancs, j'ai 50 ans, je ne vais pas retourner sur les bancs de la fac. Et c'est là que ça pose un problème. Entre ça et le confinement qui est venu accélérer tout le processus de reconversion qu'on a vu chez des seniors, des gens en tout cas qui arrivaient à la cinquantaine et qui se sont dit, mais en fait, j'ai vu encore même ce midi un reportage qui montrait une avocate qui du coup était devenue crêpière. Donc, Et dernier échange que j'ai eu avec un cadre senior dans ce cadre-là, qui était directeur commercial, qui animait un réseau de vente, et je lui ai dit aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable d'animer une réunion commerciale sur Teams? Il me dit non. Voilà, c'est QFD.
Donc de curriculum vitae, on sait que maintenant on est passé à compétences et valeurs, CV a changé. Géraldine Chapelle, je voulais qu'on parle de votre parcours parce qu'il est intéressant. Vous avez commencé chez Serre France en tant que responsable des ressources humaines et vous êtes, après un long parcours et un petit parcours que vous allez nous résumer, vous êtes de nouveau chez Serre France mais en tant que responsable du développement humain. Rien que les termes ont changé et vous n'êtes plus la même non plus. Non plus, parce que j'ai pris 10 ans entre-temps. D'expérience. Ouais, d'expérience, bien sûr. En fait, par rapport au parcours et par rapport aux entretiens que vous pouvez avoir, il y a une chose importante, il faut s'assumer. Il faut assumer ses choix. Il faut être fier de ses choix. Il ne faut pas... voilà, je me suis trompée, j'ai commencé par psycho, après j'ai fait droit, je suis désolée, j'ai perdu 2 ans. Non, si vous avez fait ces choix-là, c'est qu'à un moment donné, c'était comme ça, c'est vos choix, il faut les assumer. Donc déjà, ça c'est vraiment très très important. Moi j'ai fait des études de droit, voilà, je voulais être magistrate. La crêperie vous guette, hein, non, attention. Ouais, je pense. Alors je fais des crêpes, hein, mais en fait, je suis assez curieuse, donc j'ai été assistante de justice et je me suis dit, bah non, je veux pas faire magistrate. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats comme juriste. Je suis devenue avocate en me disant super, je vais porter la robe, voilà, on va m'appeler maître. Et puis je me suis dit ouais, mais avocate, je vais être associée dans un cabinet. J'ai jamais travaillé en entreprise parce que c'était en droit social. Il faut que j'aille en entreprise pour gagner en légitimité, être capable de conseiller des chefs d'entreprise. Et donc j'ai occupé le poste de directrice des ressources humaines au sein du Serre France Côte d'Armor. Serre France, juste... Serre France, donc c'est une association de gestion de comptabilité. On fait de la compta, du conseil, on accompagne nos adhérents dans toute leur vie d'entreprise. PME, artisan... Voilà, ouais. C'est ça. Okay. Agriculteur au départ et puis artisan, commerçant, service. Donc j'ai démarré, 400 collaborateurs. Donc je me suis construite, j'ai pas fait On m'a demandé dans un entretien, t'as des diplômes en ressources humaines ? Non, mais j'ai appris sur le tas, donc je me suis construite comme DRH. Et puis je suis partie après voilà, dans différentes entreprises. J'ai été responsable des relations sociales, puis à nouveau DRH dans la promotion immobilière. J'ai fait la banque également. Alors là, vous allez me dire, elle n'a pas arrêté de bouger, instable sur le CV. Agile, on dirait maintenant. Alors maintenant, je l'assume et je dis je suis agile. Non, j'ai expliqué à chaque fois mes choix. Mon parcours, pour moi, c'est comme si j'avais eu un sac à dos, que j'avais chargé d'expérience, qui fait qu'aujourd'hui, le directeur général de Serre France Côte d'Armor m'a dit « Est-ce que tu ne veux pas revenir ?» Donc je suis revenue, mais pas au poste que j'occupais il y a 10 ans. Il me dit bah, « Maintenant, tu as eu ces expériences-là, je me connais mieux. » C'est très important de se connaître. Je me connais mieux, je connais mes valeurs, je connais ma façon de travailler. Est-ce que tu veux revenir comme directrice du développement humain ? Je lui dis, bah oui, mais moi je suis DRH. Non, tu es directrice du développement humain. Parce que justement, il est venu me challenger sur mes valeurs, sur le sens, sur quelle est ma vision du métier de RH. Et en fait, oui, je ne suis pas une DRH classique. Et surtout, il souhaitait remettre au centre de l'organisation la première valeur de l'entreprise, le capital humain. Donc c'est comme ça que j'ai redémarré en juillet dernier à ce poste-là, donc qui pour moi est complètement différent de celui que j'occupais il y a 10 ans. Ben, bravo. En tout cas, il risque d'évoluer. Juste une dernière petite question. Dans 5 ans, serez-vous encore conseiller à la PEC ? Non. Ah, mais peut-être pas pour les raisons auxquelles je pense. Non, c'est quoi ? Pour les raisons de retraite. Voilà, c'est ça. Je n'osais pas. Il y a un moment, il faut laisser la place aux jeunes. Donc non, je pourrais partir fin de l'année prochaine. Je vais peut-être faire un peu plus parce que j'aime mon métier et que j'ai pas envie de partir tout de suite. Tant que j'ai la santé et la conviction de travailler pour des bonnes valeurs et pour une belle entreprise. Donc non, je vais faire un petit peu plus, mais dans 5 ans, non. Ok. Voilà. On vous remercie beaucoup, Géraldine Chapelle et Francis Landois. Merci beaucoup.
Bonjour, je suis Nathalie Dupuis-Henry de l'agence Pudding. Pudding qui est une agence spécialisée dans la communication par le storytelling. Moi, je suis directrice associée. Bonjour, Sébastien Ramos, je suis délégué régional NJ pour la région Bretagne. Alors, la compétence de demain, mais vraiment celle qui fera la différence, c'est Curionaute. Alors, Curionaute, il y a un côté exploration, mais dans Curionaute, il y a aussi la partie être curieux des autres. Enfin, la capacité du candidat, du talent, à s'updater en permanence sur les outils digitaux. Les compétences de demain sont liées en fait à cette nouvelle génération. Donc évidemment, les compétences, on attend par rapport à cette nouvelle génération qui est plus exigeante. Pour moi, il y a 3 compétences fortes qu'on doit avoir. La bienveillance, l'écoute et la montée en compétences. C'est le manager qui sera capable d'être en kiffance avec ses équipes. Ça veut dire mettre ses collaborateurs dans leur fréquence, dans leur zone de kiff, pour que le collaborateur donne le meilleur de lui-même. Voilà, un collaborateur qui aura besoin de surfer 2 heures dans la journée pour être plus performant devra pouvoir... Le management de demain, en fait, ça va être de l'horizontalité. C'est-à-dire que la verticalité, c'est fini. Alors, je m'explique. La verticalité, c'est le manager qui dit à ses collaborateurs « il faut faire ça, il n'y a pas à réfléchir ». L'horizontalité, c'est un management transverse. C'est-à-dire que ce qu'on attend du manager qui se donne un cap, qu'on aille tous dans la même direction, qui est un responsable, mais qui n'est pas de dirigisme. Donc on va passer de la verticalité à l'horizontalité, et forcément, le manager doit être à l'écoute, bienveillant, avec des compétences pour arriver à l'objectif. Tu dis crêpe ou galette? Je dis crêpe. Je dis crêpe parce qu'en fait, je ne suis pas une vraie bretonne et j'essaye pas de faire plus bretonne que je ne suis pas. Voilà. Ok. Donc plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Stade toulousain, chocolatine. Donc je vais appeler Clément Romanowski, Elisa Pichon, Tom Loiseau, Claire Viat Dupont. Voilà, installez-vous, comme au café. On a 3 micros qui fonctionnent. Ouais, c'est bon. Celui-là aussi. Donc les 3 sont ouverts. Bon, pendant qu'ils rentrent des codes ou je ne sais quoi, on va se faire un petit... Allez, on se fait un petit tour de table. C'est pas moi qui vous présente, c'est vous qui allez me dire. Clément qui commence. Donc Clément Romanowski, moi je suis étudiant ingénieur en 5e année à l'ENSIB, donc l'école qui est juste derrière nous par là-bas. Je suis en alternance au ministère des Armées. Voilà. On va commencer déjà par ça. Tom. Bonjour à tous, donc Tom Loiseau, je suis étudiant en licence pro banque, ici même, et donc je suis en alternance chez BNP Paribas. Elisa. Enchantée à tous, mademoiselle Pichon Elisa, je suis étudiante en licence 2 de SSI, juste derrière moi. Je suis en maths, info, stats, et j'envisage donc de me diriger vers la cybersécu et le logiciel. Et Claire Viat. Bonjour à tous, donc moi c'est Claire Viat Dupont, je suis étudiante en 2e année de licence d'histoire à Lorient, avec un parcours sciences politiques. Bon, voilà, c'est posé. L'idée était de réussir à réunir dans une équité, vous avez vu, parfaite, une mixité. C'était d'avoir des profils très différents, parce qu'on avait envie tout simplement de vous interroger sur... voilà, on a parlé des métiers de demain, voir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours. Je préférais qu'on commence par Clément Romanowski, qui est effectivement ingénieur en 5e année d'études. Quand on a discuté tous les deux, j'ai trouvé que tout de suite, en tout cas, le métier qui était au bout du chemin était assez clair. Et pourtant, tout de suite, j'ai senti poindre une envie, surtout d'une mission, pas simplement un métier, un statut et sans doute un bon salaire en cybersécurité. Parce que si j'ai bien compris, la plaquette de l'école met notamment cet avantage-là en avant. Hein. Donc ça recrute, vous aurez des bons salaires. Et pourtant, je crois que c'est pas, Clément, c'est pas que ça qui vous a intéressé. Le salaire est évidemment quand même un bon argument, on va pas se mentir. On ne fait pas ça, je vais pas être bénévole toute ma vie. Mais surtout après 5 années d'études. Après 5 années d'études, non, c'est sûr qu'on s'attend quand même à un salaire décent.
Mais là, c'est aussi pour ça que moi j'ai fait le choix du public pour mon alternance et je souhaite, si possible, y rester après, après mes études et après mon diplôme. C'est justement aussi pour la mission, pour avoir l'impression de servir à quelque chose, servir dans le bon sens. Voilà. Alors, est-ce que déjà petit, est-ce que vous rêviez d'être aviateur ou directement anti-hacker? Peut-être pas quand même. Anti-hacker, c'est un grand mot. Non, je ne vais pas dire que je pense pas que j'ai rêvé de ça un jour, mais je pense qu'on construit notre avenir au fur et à mesure de notre vie. À force, on développe ce qu'on a envie de faire. Vous avez fait d'abord un bac S, ensuite vous avez fait une prépa pour rentrer à l'ENSIB, c'est ça? Alors, la prépa intégrée de l'ENSIB, donc ça fait 5 ans que j'y suis à l'ENSIB. Donc la prépa qui se situe à Lorient. Et ensuite, je suis venu ici à Vannes, donc j'y suis depuis 2 ans, j'ai encore cette année à faire. Et voilà. Et donc vous faites vos études à Vannes, mais votre alternance est à Rennes. Pas simple. C'est le cas de la plupart de mes camarades de promotion. C'est quand même assez rare de trouver une alternance qui soit sur Vannes. Donc, ouais. Alors vous me disiez quelque chose d'intéressant, c'est vrai qu'on sait que dans ces métiers-là, encore plus maintenant, c'est extrêmement demandé, notamment pour les entreprises privées. Vous me disiez aussi qu'il y avait un intérêt à régulièrement repostuler dans une autre entreprise parce que c'était le moment d'accéder à un petit supplément, pas d'âme, mais de salaire. Mais que vous, ce qui vous avait intéressé dans le ministère des Armées, c'est justement la notion de mission unique. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs, soit parce que la loi ne l'autorise pas, soit parce que y a des missions qui sont dédiées uniquement au ministère des Armées et pas ailleurs. Donc c'est pour ça. Après, il y a plein de missions dans le privé qui sont super intéressantes, qui sont super bien payées et qui peuvent éventuellement m'intéresser. Je ne dis pas que je resterai dans le public toute ma vie, quoi qu'il arrive. Je veux dire, la mission est une condition, c'est pas la seule qui me fera rester là. Le salaire en est une autre, les conditions de travail, etc. Alors justement, tout à l'heure, Emre Jakia disait que les métiers de demain auront du sens ou n'en auront pas. Quel sens vous voyez dans votre mission? Il y a quand même un petit peu d'intérêt général ou pas du tout? J'espère, parce que sinon, franchement, on m'a trompé sur la marchandise. Non, je pense que franchement, il y a de l'intérêt général dans ce que je fais, et c'est pour ça que je fais. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à le faire. Vous êtes d'origine lorraine? Oui. Et ce que vous ne dites pas, c'est que si l'intérêt général est quand même assez chevillé à l'esprit de ce monsieur, quand même, c'est que vous êtes élu dans un conseil municipal. Vous avez été élu à 18 ans. Ah ouais, parce qu'on ne veut pas avant. Ok. Ça peut changer, ça aussi. Hein. Vous pourrez peut-être voter à partir de 16 ans, donc peut-être que voilà. Je sais pas. Mais donc c'était super naturel, quoi, comme de marcher, passer son bac, rentrer dans le conseil municipal. Super naturel, je sais pas, mais disons que l'ancien maire me l'a proposé, j'ai accepté, voilà. Pour donner du sens? Bah oui, c'est clair. Il me l'a pas proposé au hasard non plus. Hein. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça, franchement, être utile, être volontaire dans plein de missions d'intérêt général, c'est quelque chose qui me passionne. Donc si vous pouvez retrouver ça effectivement dans votre métier, ce serait un vrai plus. Clairement. Bon, très bien. On va passer à Elisa. Elisa Pichon. Dites-moi tout. Oui. Moi, ce qui m'a épaté, c'était finalement, hein, on n'est pas loin avec la notion de cyberdéfense, parce que vous disiez que ça vous plairait bien de... J'essaie entre les deux, entre le logiciel et la cyberdéfense, donc j'hésite encore un petit peu, je peux me permettre, je suis en licence 2. Le choix est dur. Donc, comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous a dit, qui vous a fait dire? Alors, il n'y a pas Parcoursup, hein, je sais que généralement, c'est un peu l'algorithme aussi qui vient rajouter... C'est ça. Alors, au départ, j'étais plus un parcours en architecture, parce que j'ai des parents qui étaient, des fans de la rénovation du dimanche. Alors non, ils ne faisaient pas juste les peintures, nous, on casse des murs et on refait des maisons. Bon, c'est sympa, j'adorais ça, et j'ai vu ça depuis que je suis toute petite, j'ai vécu en plein milieu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'architecture? Puis finalement... au dernier moment, ça a été l'informatique. Pareil, peut-être pas une mission d'intérêt général comme toi, je suis désolée, mais c'est pas grave. Non, c'est que c'est une vision du métier que j'ai eue avec un ami donc, qui lui fait de l'alternance. Une vision du métier qui est celle, pas de l'informaticien qu'on cache dans un coin de bureau, mais celle de l'informaticien qu'on ose montrer et qui est flexible, qui se balade un petit peu partout dans l'entreprise. Et c'est ça qui crée du lien, en fait, finalement, comme disait monsieur Emre Jakia plus tôt.
Ça, c'est un profil atypique chez l'informaticien quand même, en Ah, tout cas dans les j'adore. entreprises. Puis très peu de femmes dans l'information, mine de rien. Non, donc, ouais, je me fais huer, mais je comprends. Je provoque le cliché pour montrer qu'effectivement... Ah, mais j'y ai été confrontée pas mal de fois un petit peu d'ailleurs. quand même, ouais. Tout Ouais, à je suis fait. pas la seule à avoir vu, Mais ça. il faut arriver à les trouver dans les promotions et ils sont très gentils. Alors, est-ce que justement ça se féminise un peu plus ce métier? Parce que vous êtes une passionnée de maths. J'adore. Votre truc, c'est de faire des maths tout le temps. C'est ça. On avait tendance à gentiment mettre les filles littéraires, les garçons maths. Heureusement, ça change depuis déjà quelques années, mais vous êtes quand même moins en cybersécurité. Je crois d'ailleurs qu'il y a des promos où il n'y a pas énormément de femmes. Hein. Ça commence? Non. Hein. C'est clair que nous, on Ça reste très est masculin. 84 dans ma promotion, il y a 6 filles. Donc, ouais, on ne peut pas dire que ce soit excessivement féminisé. Ouais, c'est ça. Et donc en maths, vous êtes... Puis, alors moi, c'est maths, informatique et statistique. Et dans notre cadre, alors on se spécialise petit à petit dans notre parcours. Donc tous en L1, on a mathématiques, informatique et statistique. Et en L2, L3, on commence à se spécialiser. Là, de ce que je vois, dans la licence 3 informatique, je suis la seule femme de la promotion à assister aux cours d'informatique plus poussés. Donc très très peu, j'imagine, en L3 informatique pure. S'il n'y a que moi, pour le coup. Bon, vous trouverez plus facilement peut-être du boulot s'il y a les quotas imposés dans les entreprises. Mais je veux juste rappeler, moi, parce que quand on a discuté toutes les deux, j'étais assez impressionnée, et je sais que vous n'êtes pas la seule, vous avez raison de le dire. Mais parlons-en des conditions de vie des étudiants quand même. Vous habitez à Quimperlé. C'est ça. Vous faites vos études à Vannes. Exactement. Vous n'avez pas de logement à Vannes. Exactement. Donc, vous faites le trajet tous les jours. Tous les jours, je me lève tous les jours. À 5h du matin. Tous les jours à 5h du matin. On ne va pas se mentir, c'est épuisant. Je rentre chez moi, il est 20h, 21h30. C'est des journées à rallonge. Alors, des fois, c'est vrai, on rentre le soir, on pleure un coup, puis après, on retourne se coucher, on se dit, allez, ça va le faire. C'est vrai que ce n'est pas des conditions de vie qui sont simples. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours plaidé, si je puis le dire. C'est les conditions étudiantes qui sont vraiment dures. Et pourtant, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai plein d'amis chez lesquels je loge de temps en temps, mais je ne peux pas rester non plus in aeternam parce que ce n'est pas vivable pour eux. Ils ont des factures d'électricité à payer, des loyers qui sont en augmentation, des biens qui n'existent, qui sont quasi inexistants. D'ailleurs, à Vannes, quand je vois le marché de l'immobilier, ça fait mal au cœur pour le coup. On n'arrive plus à trouver. C'est très dur à vivre. Donc on en entend beaucoup parler, hein, malheureusement, mais bon, je voulais quand même saluer, tous les quatre, hein, de toute manière, on en a un petit peu parlé. Il faut s'accrocher pour suivre les études parfois qu'on veut. Donc, métier de demain, ce sera un métier à côté de chez vous. C'est ça. Puis j'ai envie de vous dire, quand on aime, on ne compte pas, et j'aime mes études, je ne les lâcherai pas, tout du moins, tant que je le pourrai, je m'y accrocherai. Parce que j'adore, vraiment, c'est au-delà d'un emploi, pour moi, c'est un métier, c'est une formation qui vous rend heureux, qui vous permet d'avoir une vie dont vous pouvez, pas forcément profiter, mais dont vous êtes fiers. C'est une formation avec laquelle vous créez du lien, effectivement, vous partagez, et c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. Merci Elisa. Tom, vous êtes en licence pro banque. Mais c'était pas évident d'emblée que vous alliez aller côté finance. Vous étiez plutôt sur l'immobilier un petit peu au départ. Comment vous avez décidé aussi d'aller dans cette licence-là? En fait, j'ai un parcours plutôt atypique, c'est-à-dire que je suis issu d'un bac ES, donc l'ancienne réforme. À la suite de mon bac ES, je ne savais pas trop quoi faire. Donc les profs m'ont dit, tu as des bonnes notes en histoire, va en études d'histoire. Bon, je ne vais pas vous cacher, ça a été un échec. Ça a été, j'ai validé mon premier semestre, mais je ne m'y retrouvais pas. Je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Donc j'ai fait le choix de partir au mois de janvier. J'ai été travailler à l'usine pendant 8 mois, donc à la rentrée de septembre. Pendant cette période, je me suis posé des questions sur ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et j'avais un attrait pour le côté commercial, donc je voulais travailler dans le commerce. L'immobilier m'intéressait, je faisais des lectures sur des hommes qui sont devenus... les self-made men, là. Exactement, des rentiers immobiliers, etc. Donc je m'y suis intéressé. Non, pas Stéphane Plaza, non, pas du tout. Du tout. J'ai intégré la licence éco-gestion ici, dans le but d'aller sur des masters plutôt type commerce. Et puis, j'ai fait ma première année, deuxième année, et j'avais besoin de donner du sens à ce que je faisais. Je ne trouvais pas forcément de sens dans la licence générale, et j'avais besoin de plus concret en tout cas.
Donc j'ai choisi de bifurquer pour ma 3e année, de passer du côté licence pro dans la banque, puisque c'est du commerce, mais c'est de l'accompagnement surtout, je dirais. Et j'avais besoin de ça, d'accompagner les gens dans les moments de leur vie, tous les moments de leur vie, parce qu'on est là à tout moment, dans les bons, dans les mauvais moments. Donc voilà. Oui, c'est ça que vous m'avez dit qui était intéressant, c'est aussi que vous avez, par rapport à vos parents, je reprends un petit peu ce qu'on s'était dit, vous avez les deux profils. Il y a le papa qui a fait toute la carrière dans la même boîte, mais qui est parti du bas de l'échelle et qui est maintenant, au contraire, dans les cadres, si j'ai bien compris. Et puis, à côté de ça, votre maman, qui était formatrice et puis qui a repris des études d'infirmière et qui est maintenant infirmière. Donc, vous avez les deux modèles et vous utilisez ça en vous disant j'aimerais bien, moi aussi, accompagner des parcours de vie comme ça, où il y a des rebondissements. Tout à fait. Tout à fait. Mon papa est diplômé d'un CAP cuisinier. Il est rentré il y a 28 ans chez Sodebo, à la chaîne. Et petit à petit, il a gravi les échelons. Il est aujourd'hui directeur industriel. Puis ma maman était formatrice en maison familiale rurale. S'est retrouvée plus forcément dans son métier et donnait plus forcément de sens. Donc elle a repris ses études à 35 ans avec 3 enfants. Et mon petit frère qui avait 3 ans à l'époque. Et elle a fait 3 ans d'études d'infirmière pour donner du sens à ce qu'elle fait et son métier. Ça compte, ça, les modèles, dans la vie. Tout à fait. Elisa, c'est pareil, on ne l'a pas dit, mais de la même manière, vous avez 2 parents qui travaillent en usine. Vous avez travaillé aussi comme caissière, comme hôtesse de caisse, comme on dit maintenant. Donc la notion de travailler en même temps de faire ses études, ça va vous servir aussi et ça va vous construire dans votre manière d'évaluer Puis cet votre acharnement métier. au travail aussi, qui est quelque chose de très fort chez nous. Comme je le disais, pareil, même chez nous, quand on rénovait les maisons, c'était de l'acharnement, quoi. Ils y allaient, c'est ça, ils aimaient, donc ils comptaient pas. Voilà. On va passer à Claire Via, qui est donc en licence 2, histoire en fac de langue, sciences humaines, et puis surtout votre dada, la géopolitique. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec la géopolitique? Alors, on s'était dit quand même que Sciences Po, c'était pas mal par rapport à ce que vous vouliez faire. Parcoursup n'a pas donné un avis favorable. Et donc maintenant Donc oui, c'est ça. Donc moi, j'avais postulé à Sciences Po, j'ai pas été reçue. Donc j'ai entamé une licence d'histoire à Lorient parce qu'il y avait la mention sciences politiques, donc qui m'a toujours parlé. Bon, j'ai redoublé ma L1, donc je me suis accrochée pour passer en L2. Les débouchés de la licence d'histoire sont assez larges. On peut rentrer dans le journalisme, on peut rentrer dans l'enseignement, bien sûr. Tout ce qui est du domaine du patrimoine, de la culture, etc. Et donc le service public avec les concours de la fonction publique catégorie A et B. Oui, parce que vous me disiez que c'était ça, votre objectif pour l'instant, ce serait de rentrer dans l'administration publique, sans trop savoir exactement... Oui, tout est possible encore. Je n'ai pas vraiment de métier en tête, etc. Mais je pense que la fonction publique me parle plus, même si je reste Pourquoi, ouvert, pour le coup pour la notion d'intérêt général aussi. On y revient. Et l'humain. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie du service public qui est dédiée à l'humain et je pense que c'est une valeur qui est très importante pour moi. Donc, qui n'est pas l'espèce de poids de productivité, de rentabilité. Oui, je pense que même si malheureusement aujourd'hui dans le service public ça vient de plus en plus sur certains domaines, mais c'est pas le moteur principal du fonctionnement. Donc c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que là, dans vos études respectives, vous voyez déjà des choses qui vont devoir assurément évoluer avec justement toutes les perspectives là qu'on a vues ensemble depuis le début de la soirée? Est-ce qu'il y a déjà des choses où vous dites, là, va falloir qu'on ait d'autres modules, qu'il y ait des choses en plus, parce que vous sentez déjà que c'est un peu trop dans le monde d'avant? Arrêtez de cacher les informaticiens dans un coin de la boîte. Et les femmes savent compter. Regardez, je suis là, je suis en maths, infostat, et je m'accroche. Prenez des femmes. Après, il faut qu'elles soient dans les formations, certes, mais on existe.
Donc, comment faire d'ailleurs? Parce que je me suis peut-être fait mal comprendre tout à l'heure et je ne voulais pas dire qu'elle allait trouver une bonne entreprise parce que c'était une femme et grâce à la loi des quotas. Pardonnez-moi si vous avez pu penser ça, c'est vraiment pas du tout ce que je pense. Je suis plutôt sur la valeur de l'exemple. Plus on verra des femmes occuper tous les postes, plus les choses se feront naturellement parce que les petites filles verront une jeune femme incarner tel métier et elles ne se diront pas donc c'est que pour les hommes. Donc il faut faire du prosélytisme pour le coup. Bah, les métiers n'ont pas de genre, c'est ça. C'est comme, je sais pas, une femme, elle peut être maçon, elle peut être avocate, mais ça c'est un peu plus répandu. Elle peut faire des métiers comme, je sais pas, cariste. Ma mère est cariste, donc dans une ouvrière qualifiée, cariste. C'est des métiers qui sont très genrés masculins, mais je vous jure, les femmes s'en sortent. On est là et on s'accroche. J'ai découvert d'ailleurs avec, je ne sais plus avec laquelle des deux, justement les AO, les activités d'ouverture. C'est ça, c'était avec vous avec les deux. qu'on en avait parlé. Justement, il y a ça chez les étudiants. Vous avez la possibilité d'être des ambassadeurs et de venir parler. Alors, ça consiste en quoi que les entreprises sachent? L'objectif de l'AO, qui peut aussi être du bénévolat, étudiant ambassadeur, c'est déjà de représenter l'université dans les lycées partenaires, etc. D'être, par exemple, ce soir ici. Ça a vraiment pour but de présenter l'université en généralité, mais surtout l'université Bretagne Sud, pour notre cas. Et après, attention, en termes d'AO, on n'a pas que les AO ambassadeurs, on a aussi des AO qui peuvent être sur différents axes. Le sport, là, nous, on est sur un axe, il me semble, citoyen. Donc, dans notre axe d'AO, on a aussi, par exemple, des personnes qui gèrent des associations, qui sont secrétaires, présidents. Ça peut être aussi ce genre de choses. Et on a aussi des exemples d'entrepreneuriat. Fabrique ta pépite, c'est aussi un service proposé par le SUIOIP-E. C'est un petit peu long. Elle l'a fait, ouais. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet de finalement fonder nos projets, de les affiner et de les mener jusqu'au bout. Et c'est super. Donc quand même, le monde, on est d'accord, des études de l'université, et de plus en plus à créer des passerelles avec le monde de l'entreprise. Et ça, pour vous, c'est indispensable. Clément, je ne vous ai pas trop fait parler, pardon. Mais justement, par rapport à ce qu'on a dit, on a aussi justement cette vision de la cyberdéfense, de la cybersécurité, une image qui peut être un peu austère. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi possibilité de un peu mieux communiquer, ou en tout cas avoir des moments de plus d'ouverture pour montrer que ces métiers-là sont très variés? Puis j'imagine qu'ils vont encore évoluer, surtout dans votre secteur, ça va évoluer très vite. Je pense que ça va encore beaucoup évoluer. Et oui, je pense qu'on ne communique pas assez, puisqu'il y a plus de postes ouverts que de candidats pour les pourvoir. Donc probablement qu'on manque encore de communication dans ce sens pour recruter suffisamment. Oui, parce que là, l'APEC, vous n'en avez même pas besoin, là, pour le coup. L'APEC, je ne vais pas vous mentir que vous me l'avez appris quand vous m'avez téléphoné. Franchement, il suffit de remplir sa page LinkedIn et d'attendre, et puis voilà. On est contacté. Voilà, et c'est pas... Donc, l'APEC... Excusez-moi, hein, c'était très intéressant votre présentation, mais c'est vrai que... Pour l'instant, j'ai pas encore... mais je me dis tant mieux. Peut-être que pour l'instant, de ne pas encore avoir eu à y avoir recours, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Tom, c'est pareil. Vous pensez que l'université a encore des passerelles à ouvrir davantage pour que ça colle au métier de demain? Ou est-ce que c'est aussi à vous, étudiants, d'aller chercher ces passerelles-là? Je pense qu'il y a des deux. D'une part, je pense que ça peut se faire au travers des associations étudiantes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'engagent. Moi, j'en fais partie au travers du BDE Économie-Gestion. On œuvre pour créer de la vie associative, mais il n'y a pas que nous. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'engagent et qui prennent en maturité, prennent en expérience et vont chercher les expériences, en fait. Et donc développent des compétences, forcément, pour rentrer sur le marché de l'emploi demain. Et il y a aussi, je pense, les entreprises qui doivent faire un bout du chemin en ouvrant leurs portes pour de l'alternance. La formation en alternance, moi je suis convaincu que c'est la clé pour former les jeunes et bien les former au travers de formations concrètes. Et puis effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, d'intégrer plus tard des collaborateurs façonnés à l'image de l'entreprise aussi.
Alors sur la dernière question, un petit tour de table. Dans 5 ans, vous voyez où? Bon, lui, je sais. Il aura mis sur LinkedIn, voilà, ministère des Armées, Rennes, tac-tac-tac.fr, c'est ça? Bah non, la page LinkedIn, c'est pour se faire recruter une fois que c'est fait. Oui, c'est ce que je dis. Okay. Mais non, après, non, je compte clairement pas faire toute ma carrière. Enfin, si je compte pas faire toute ma carrière au même endroit. Même si, imaginons que je restais dans le public c'est très très vaste. Donc je bougerai. Et puis je n'exclus pas du tout de faire un tour dans le privé, quitte à revenir dans le public ensuite. Alors privé-public, ok. Et il y aurait un autre grand pas de côté éventuellement, c'est-à-dire que vous voyez faire le même métier toute votre vie? Bah, rester dans la cyber, oui. Disons que plus au début, on va plutôt être technique généralement, enfin plus orienté vers côté technique pour ensuite se diriger vers ce qu'on appelle de la gouvernance et plus justement comme les compétences évoluent très vite et qu'il est souvent dur au niveau techniquement de s'adapter à ce point à toute sa carrière, on va plutôt évoluer vers des postes de manager ou ce genre de choses dans mon secteur. Ok. Tom, si vous restez dans la même entreprise, est-ce que vous préférez changer de boîte pour pouvoir changer de métier ou changer un peu le profil de ce que vous faites, ou est-ce que si finalement l'entreprise dans laquelle vous êtes vous propose la possibilité de mobilité, comme on dit maintenant, qu'est-ce que vous choisissez? En fait, je ne suis pas capable de vous répondre à l'instant, dans 5 ans, où est-ce que je vais être, dans la mesure où je pense bouger à partir du moment où je ne serai plus heureux de me lever le matin pour aller au travail. Si l'entreprise dans laquelle je suis, je suis heureux de contribuer à cette entreprise, à contribuer à son fonctionnement, j'y resterai. Et peut-être que j'évoluerai en interne si on m'en donne l'opportunité. Maintenant, si demain je ne me retrouve plus dans les valeurs de l'entreprise, je bougerai. On verra. Pareil, Elisa? Exactement pareil. Puis j'envisagerais même, parce que l'informatique, c'est un secteur justement où on prend en constant apprentissage maintenant. Donc le télétravail, je trouve que c'est une valeur aussi qu'il faut incorporer maintenant. Donc je me vois bien en télétravail ou à me balader un petit peu partout dans les locaux. Mais surtout, si effectivement je ne me retrouve plus dans ces valeurs-là, que de celles de l'entreprise, si je ne me retrouve plus dans les valeurs de l'entreprise, ou si je me lève avec la boule au ventre le matin, ce n'est même pas la peine. Je penserais sûrement à reprendre un apprentissage sur d'autres langages de programmation, une petite reconversion, mais sûrement toujours au sein de l'informatique. Donc décomplexé sur le changement, effectivement la possibilité de changer de voie. Clairvia, pareil. Donc Clairvia, vous ne savez pas encore trop ce que vous voulez faire. C'est très 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 flou dans 5 ans. Ça me paraît extrêmement loin, alors qu'en vrai, pas vraiment, je pense. Mais en tout cas, pareil que mes collègues, je veux vraiment être épanouie dans ce que je fais et me sentir vraiment utile. Je pense que c'est vraiment une valeur clé de se sentir utile aux autres, de se sentir utile... de se sentir utile et de se sentir bien. Je pense qu'aujourd'hui, le travail, il évoluera aussi de ce côté-là. Il faut que les employés soient bien dans ce qu'ils font. Le bien-être au travail. Bon, très bien, on va rester là-dessus. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir à tous les 4. Merci. Je vais demander à Emery de me rejoindre. Alors bon, il est 20h, on va essayer de faire vite pour les fans de rugby et autres. Voilà, Emery, je ne sais pas si le micro est allumé. Oui. Juste à chaud, une petite réaction pendant que les questions se préparent sur ces témoignages. Moi, je suis frappé et j'aime ce que j'ai entendu. Frappé par l'importance du sens, l'importance de se rendre utile, d'être utile pour la société, avec un grand S. Peut-être aussi un point important qu'on n'a pas trop évoqué, c'est l'importance du plaisir, prendre du plaisir. L'entreprise, elle marche parce qu'il y a un collectif qui prend du plaisir à partager, à mettre en commun son énergie, son travail, son intelligence, à découvrir, à tisser des liens. Et je crois que la notion de plaisir est très importante. Et comme le monsieur de l'APEC l'a dit... Monsieur Landois. Non, je pense qu'il y a tous les métiers qui vont être évidemment impactés. Probablement aujourd'hui un DRH, c'est le directeur du rendre heureux dans l'entreprise, parce qu'il faut multiplier, démultiplier l'énergie positive qu'on peut trouver en trouvant du sens. Et je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est une sacrée responsabilité pour un chef d'entreprise que de devoir rendre heureux ses salariés.
Oui, en même temps, le chef d'entreprise n'est pas absent non plus de cette quête de sens et de trouver du plaisir à venir travailler tous les matins, à trouver de l'énergie. Donc, en fait, notre rôle, c'est finalement de voir où sont les fuites d'énergie dans l'entreprise. Je vais prendre un exemple qui va parler au DRH, mais on fait des entretiens annuels dans les entreprises. Moi, c'était il y a 7 ans le pire. Enfin, on le faisait depuis longtemps, et puis au bout de il y a 7 ans, je me suis dit mais c'est horrible parce qu'à la fin de cette semaine d'entretien annuel, je n'en peux plus. J'ai perdu toute mon énergie et être face à face pendant une semaine avec des gens, c'est affreux. Et donc, on a réinventé en fait l'entretien annuel. On le fait maintenant sous forme de balade le long de la Sèvre à Niort. Et au lieu d'être face à face, on est côte à côte. Au lieu d'être statique entre 4 murs, on est en marche, en pleine nature. Et ça a juste transformé ce moment qui était pénible pour tout le monde en un moment de plaisir. Et où on échange beaucoup mieux, on s'entend beaucoup mieux, on se parle beaucoup mieux, on respire, on marque des pauses, des silences qu'on ne peut absolument pas faire en face à face. Parce que si j'arrête de parler pendant 1 minute... À la radio, c'est mortel. Et voilà. Et donc, je pense que c'est aussi notre rôle de voir comment on peut engager davantage d'énergie positive dans l'entreprise. Ouais, c'est un bel exemple. Très bel exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question là-bas. Alors, ça peut être à Emery, mais ça peut être à d'autres intervenants. Ils se lèveront, ils répondront, évidemment. Comme on a parlé beaucoup de M. Landois, peut-être qu'il aura une question pour lui. Bonsoir. C'était particulièrement sur l'expérience Camif. Et en fait, j'imagine que vous vous êtes posé la question du changement de nom. Est-ce que ce n'était pas plus compliqué de gérer l'héritage, de garder le nom, quand vous voyez le virage culturel qui a été pris par l'entreprise? C'était une des questions que m'a posé le petit-fils du fondateur de la Camif. La première fois que je l'ai rencontré à New York, c'était en fin 2008. Il me dit mais qu'est-ce que ça va vouloir dire la Camif là, puisque c'est plus la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai sorti mais ça veut dire c'est à moi d'inventer le futur. Vous êtes fort à ce petit jeu quand même, hein, on l'a vu. Non, mais il y avait c'est une marque qui fait partie du patrimoine, donc oui, il y avait un bagage, mais il y avait aussi beaucoup de valeurs dans cette entreprise qui moi, m'ont fait lever et quitter Paris pour aller à Niort. Et même si l'entreprise peut connaître des difficultés, disparaître, parce qu'il y a des ruptures, machin, une marque, ça meurt jamais, ça reste dans la tête des gens. Voilà, donc il fallait la réinventer, certes, mais avec beaucoup d'imagination et de persévérance, on y est arrivé, je crois. Comme quoi, quand on incarne aussi finalement une boîte, il n'y a pas forcément besoin de réinventer son nom. Oui, alors on peut trouver aussi d'autres acronymes de la Camif. Choisir d'acheter Made in France, par exemple. Mais bon, j'en ai d'autres. Hein. Il serait bon en marketing. Hein. Ouais. Y a une question ici. Bonsoir. On a parlé beaucoup de qualité de vie au travail. Quelle est la première action que vous faites le matin quand vous arrivez dans votre entreprise? Je dis bonjour aux gens. Et ça me prend presque 1 heure. Mais c'est un moment qui est extrêmement important parce que quand vous arrivez dans l'entreprise et que vous avez le smile et c'est la première chose que vous pouvez donner, c'est gratuit et ça coûte rien et ça juste diffuse de l'énergie positive, vous donnez votre sourire à vos équipes. C'est ça qu'on attend d'un dirigeant. Et puis vous sentez aussi tout de suite s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, en disant bonjour, ça va? Vous avez oui, ça va. Ok, donc, et on peut prendre le temps d'en parler. Autre question? Bonsoir, Gilles Bedou, donc je suis enseignant-chercheur à l'UBS. Et vraiment vous remercier pour votre intervention parce que c'était très, très éclairant et vous transmettez un enthousiasme qui est vraiment agréable. Et je voulais aussi féliciter les étudiants parce que j'ai trouvé que vraiment vous étiez... aussi plein de dynamisme et que voilà, vraiment félicitations à vous. Et donc moi j'avais une question parce qu'en fait aujourd'hui vous avez dit que dans l'évolution, dans la transformation de la Camif, ça s'est fait en douceur. Vous aviez en fait vous êtes précurseur, c'est vrai que vous aviez démarré en fait dès 2009, c'est ça, si j'ai bien compris. Et donc voilà, vous l'avez fait en douceur. Et aujourd'hui le climat, les médias font qu'on a l'impression d'avoir, on a une pression qui est exercée, et c'est pour ça que je suis admiratif des étudiants, parce que ma génération, moi, la pression, c'était un peu la réussite au diplôme et puis avoir une bonne insertion professionnelle. Aujourd'hui, c'est ça, mais en plus, il y a les pressions que l'on connaît face
à justement ces problématiques de changement climatique, etc., que certains étudiants ne vivent pas bien. Et donc, face justement, je ne sais pas, dans votre entreprise, s'il y a des personnes qui trouvent que malgré tout, ça ne va toujours pas assez vite. La notion d'échelle de temps. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous demande en fait aux citoyens, qu'on demande aux entreprises, qu'on demande à tous les acteurs finalement effectivement d'aller plus vite dans la transition. Et comment vous, dans votre parcours là, au sein de l'entreprise, vous avez appréhendé cette notion d'échelle de temps Vous avez mis le doigt sur un paradoxe, c'est qu'il y a une urgence et en même temps on a besoin de temps pour changer. Et aller trop vite serait d'ailleurs se précipiter. Beaucoup d'entreprises formulent une raison d'être ou des objectifs de mission beaucoup trop vite et en fait ils passent à côté d'un exercice qui est très fécond, qui est un exercice à la fois introspectif, pourquoi l'entreprise existe, pourquoi elle a été créée à la base, et en même temps très prospectif. C'est un acte de leadership très fort que d'affirmer la vision positive que l'entreprise peut contribuer, comment l'entreprise peut contribuer positivement au monde. Mais cette transformation, elle va prendre du temps. Donc il va falloir gérer notre frustration. Vous avez dit il y a 2,5 millions d'éco-anxieux en France. Le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est le passage à l'action. Et le meilleur lieu du passage à l'action, c'est l'action collective. Et l'action collective, elle se passe aujourd'hui dans les entreprises, alors aussi dans les ONG, dans toutes les organisations où on mobilise l'intelligence collective au fond. Et on sait très bien que l'intelligence collective, ça prend plus de temps que si on devait le faire tout seul. Mais c'est comme ça qu'on fera des changements en profondeur. Donc je pense qu'il y a, sur le temps long, moi j'ai changé de lunettes, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait 2 personnes qui changent de lunettes, donc j'ai des verres progressifs. Je vois très bien ma performance économique à court terme, mais je vois aussi le sens du projet sur le temps long, l'impact positif qu'on peut avoir et la réconciliation possible aujourd'hui dans l'entreprise entre les enjeux économiques et les enjeux sociaux et environnementaux. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut changer le monde avec l'entreprise. Merci. Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps de prendre une dernière question. Donc, on peut se dire qu'on encourage tout le monde à faire chauffer l'audace dès qu'on rentre chez nous, hein, c'est ça? Oui, et à s'engager. Je crois que l'enjeu clé, c'est l'engagement. Engagez-vous, soyez exigeants dans les entreprises dans lesquelles vous allez vous engager. Il y a une phrase de Goethe que j'aime bien, c'est « Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. » Dès le moment où l'on s'engage, la providence se met en marche. Tout ce que tu peux faire, rêver de faire, tu peux oser l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Débute maintenant. On va terminer sur Goethe. Merci beaucoup. Voilà, qui succède à Goethe, le mot de la fin. Par M. Meunier, je vous en prie. Merci Cécile. Donc, c'est pas facile de conclure à tous ces mots-clés qu'on a pu entendre, depuis notre vice-président qui a fait l'introduction, Stéphane, le président de la Fondation. Vous savez, quand vous êtes vice-président de la Fondation, vous avez une direction, et ma directrice, qui est Véronique, qui est ici présente, que je voudrais saluer. Applaudissez-la. Ouais. Elle m'a dit, David, ce soir, tu n'auras pas plus de 4 minutes, donc je vais essayer de faire plus court. Et elle m'a donné des directives, je les suis. Et c'est un travail, effectivement, en équipe qu'on fait à la Fondation. Et toutes les valeurs que vous avez pu, M. Jacquilla, exprimer, effectivement, à l'UBS, on les vit au quotidien. Et je salue, effectivement, comme l'a souligné mon collègue Gilles, le dynamisme, l'ouverture d'esprit, en fait, de cette jeunesse. L'année dernière, on a fait Parlons Jeunesse. Aujourd'hui, on continue effectivement grâce à cette jeunesse pour construire notre futur. Donc si à la Camif, le F veut dire futur, je le salue aussi, votre originalité et votre qualité d'orateur, parce que ça fait toujours plaisir, parce que ça donne envie. Alors, très rapidement, il faut remercier un certain nombre de personnes et on va commencer par les jeunes qui vous ont accueillis. Ils étaient de l'association Citoyens Étudiants, ils sont juristes pour une grande partie d'entre eux. On doit applaudir ce soir Manon, Joël, Jade et Eva. On n'a pas vu des capsules vidéo, mais on les verra un petit peu plus tard. Et ils ont fait tout un travail. Ah, on va pouvoir les voir, donc ce sera excellent.
Non, elle va les envoyer par mail. Comment ? On ne va pas pouvoir les voir, mais elle va les envoyer par mail. Très bien. Voilà. En tout cas, Jules, Ethan, Chloé et Nolwenn, vous avez fait un beau travail qui va être salué et applaudi, et les gens le verront en applaudissant. Ils sont en Master première année RH, donc bravo. Et puis vous avez les Masters de RH qui aussi ont mis un dynamisme dans cette soirée, que sont Carla, Marjorie, Emma, Léa et Armand, qui ont fait l'introduction. On voudrait aussi saluer l'engagement et le temps que vous consacrez pendant vos études à accompagner les projets au sein de l'Université de Bretagne Sud. Le travail en équipe, c'est aussi plusieurs services qui travaillent ensemble. Et je voudrais saluer le SUOIP. Vous avez compris ce que c'était. Il y a insertion, orientation et professionnalisation. C'est Angéline qui est au fond de cette salle. Merci beaucoup. Et ce soir, c'était aussi l'occasion de repartir avec un ouvre-boîte. J'ai pu voir l'originalité que vous y mettez. Donc vous avez l'occasion de repartir avec un ouvre-boîte. Vous prendrez le temps tout à l'heure quand on ira boire un petit pot. C'est vous, madame, qui avez dit apéro tout à l'heure. J'ai retenu. Je ne dirai pas tous les mots-clés, mais vous l'avez dit. Donc il faut en profiter. Et par rapport à ce sujet, l'ouvre-boîte, effectivement, vous, femmes et hommes, qui êtes entrepreneurs, qui avez des entreprises publiques ou privées, ce soir, vous devez ouvrir votre boîte pour nos étudiants. Et le réseau cocktail qui vous attend juste après, c'est justement pour partager ce mot de la fin. Merci à vous, on se rejoint dans le hall, mais n'oubliez pas, partagez avec nos jeunes.